il a un regard. Je comprends pourquoi il a joué dans Danny the Dog. Il a un regard canin, je trouve. Ce côté, tu lui donnerais le bon Dieu, sa profession avec ce regard là. Je le trouve vraiment mignon comme tout. Et quand il doit combattre, il combat. Et là, on est comme dans un truc de jeu vidéo. C'est-à-dire que vraiment, On parle d'un t'avances mec dans les. qui défonce des gueules et tu dis, il est vraiment mignon comme tout, hein. Mais oui, je trouve que quand il est chou, Mais vraiment. je suis totalement Et d'accord avec toi, je vois ce que tu veux ah, dire, mais c'est vrai que je prends le recul sur la situation et je oui, me c'est dis, vrai. c'est vrai que c'est fou parce qu'il tue des mecs en leur brisant la nuque pendant tout le film et t'es là, oh, Mm. il est vraiment mignon comme tout. Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour Benjamin et bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël, bonjour Mickaël. Benjamin, j'espère Bonjour que vous Guillaume. allez bien. Oui, Ça ça va. va super. Alors pour les auditeurs, c'est vrai que vous, c'est la deuxième ou troisième émission depuis la rentrée, mais pour nous, c'est un peu nos retrouvailles juste après les vacances. Donc toujours très très content de se revoir tous ensemble pour parler de films. Ouais, Donc, bah, ça fait un mois et demi là, un truc comme ça qu'on n'a pas fait de 3 films là. Ouais, C'est ça, c'est ça. ouais. Un mois et demi, ouais, c'est ça, exactement. Donc nous allons, avant de vous demander quels sont vos films, je vais vous demander est-ce que vous avez vu des trucs ces derniers temps, vous Benjamin. Moi, je vais parler surtout de séries parce que j'ai fini je suis à jour maintenant sur Rick et Morty, donc j'ai regardé le dernier épisode de la saison 6 là il y a quelques jours. Et c'est très bien, ça je l'ai déjà dit, même si voilà, c'est très bien, mais c'est la 6e saison. Et là, c'est vrai que ça fait les dernières saisons là, à chaque fin de saison avec le dernier épisode où tu apprends que du coup tu comprends qu'il y a une nouvelle saison et tout. Il y a voilà, ce petit truc qui me fait un peu pas aimer les séries de manière générale, avec ce côté, ça, voilà, j'ai un peu, pas vraiment, c'est pas la pire, hein, mais il y a quand même ce côté un peu, on tire sur la corde, et voilà, c'est bien, mais je sais pas jusqu'à quand ça va durer. Mais bon, moi je suis partant pour dire qu'il vaut mieux s'arrêter avant et faire un truc plus court, mais plutôt que de tomber dans un truc qui va devenir peut-être une parodie de sa propre série ou je sais pas, mais bon, voilà. Donc ils arrivent quand même à se renouveler, hein. Enfin même sur les dernières saisons et tout, il y a des épisodes vraiment très bien où j'ai beaucoup rigolé et tout, et puis même le fil rouge et tout, le fil conducteur qu'il y a de saison en saison est cool, mais c'est vrai qu'il revient souvent dans les derniers épisodes, et du coup il y a un peu ce truc de chaque dernier épisode lie les saisons entre elles. Mais voilà, ça commence pour moi à être un peu long, c'est dommage parce que vraiment les premières saisons me font beaucoup rire. Mais du coup, on va attendre la 7e. Et là, du coup, je me suis remis à regarder la première saison de Arcane, hein, puisque je n'ai pas vu la saison 2. Et vu que ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu la 1, je me suis dit, allez, je me fais les deux. Et pour le coup, c'est incroyable comme série. Je sais que la première fois que je l'avais vu, je l'avais saigné en quelques jours. Alors, quelques jours pour une saison, il y en a qui trouvent ça long. Mais c'est vrai que moi, je binge-watch pas les séries parce que je n'aime pas ça et parce que justement, j'aime bien prendre mon temps. Et quand je regarde une série, je mets très longtemps à la voir, même une saison, hein. Et là, c'est vrai que c'est tellement prenant et c'est tellement beau, hein. Ça, c'est magnifique, moi qui aime bien tout ce qui est dessin. Enfin, c'est pour ça que j'aime la BD, les comics et tout. Et c'est vrai que le visuel me parle beaucoup. Et là, c'est vrai que c'est absolument splendide. Chaque plan, chaque scène, et même la mise en scène, hein, parce que le graphisme, c'est une chose, mais là, la mise en scène et tout est vraiment magnifique. Et puis même le scénario en fond et tout, c'est très très prenant. Et du coup, j'avais déjà vu la saison 1. Mais je suis très content de me relancer là-dedans pour voir ce que va donner la saison 2. Je suis très curieux et voilà, je prends un énorme plaisir. Voilà pour moi. Moi, c'est vrai que juste pour réagir par rapport à ce que tu as dit il faut s'arrêter à un moment il faut s'arrêter. C'est vrai que alors je parle de cette série parce que c'est un peu ma série phare du moment, j'allais dire depuis plusieurs années, mais c'est une série pour enfants, hein, en plus. Donc c'est Souvenirs de Gravity Falls, qui est une série que je trouve splendide, et j'y pense parce que Benjamin, tu as vu un épisode
Et quand tu as vu l'épisode, tu m'as dit, est-ce que tu as déjà regardé Rick et Morty? Parce que niveau création d'univers, avec un épisode où il y a toujours des trucs un peu fantastiques et inventifs, etc., ça t'a fait un peu penser au délire, quoi. Et, mais pour les enfants, du coup. Et le truc, c'est que eux, ils ont compris qu'au bout de 2 saisons, ils avaient tout dit, en fait. Et ils n'ont pas continué, alors qu'il y avait plein de gens qui aimaient cette série, ça aurait pu grave marcher, de surfer dessus, ça aurait pu le faire, mais autant qu'ils veulent. Mais ils se sont dit, non, en fait, mon histoire, je voulais la raconter en 2 saisons, et j'ai rien à dire de plus, donc maintenant, faites avec. Et ça, je trouve ça trop bien, d'oser faire ça, je trouve il y en a peu qui osent ce risque-là, et même, quand tu vois des séries comme Squid Game ou quoi que ce soit, le réalisateur, avant de faire la saison 2, il arrêtait pas de te dire, mais je comprends pas pourquoi on me demande une saison 2, moi j'ai plus rien à raconter. Puis ils ont trouvé des trucs, il a fait, bon, si quitte à raconter, je vais raconter ça, quoi. Mais sur le coup, il a clairement dit, ça me fait chier qu'on fasse une saison 2, quoi. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal avec les séries, c'est que j'aime beaucoup les mini-séries, par exemple, qui ont un début et une fin, et c'est genre préétabli, quoi. Mais c'est vrai que là, Rick et Morty, je crois que j'avais cru comprendre que genre la saison 5, déjà, c'était genre censé à l'époque être la dernière. Et bon, tu m'étonnes, ça marche tellement bien que ça n'a pas été la dernière, ou alors j'avais mal compris, hein, mais je crois. Mais voilà, c'est pas la seule série comme ça où ils annoncent la dernière saison et puis c'est censé être la dernière. Et puis Mais il y a une continuité dans Rick et Morty. Ouais, il y a un fil rouge, comme je dis, mais c'est vrai que c'est. Globalement, si tu regardes plusieurs épisodes un peu en vrac, t'as pas besoin de forcément avoir vu les précédents ou quoi. Mais c'est vrai que c'est surtout les derniers épisodes de chaque saison qui lient les saisons entre elles. Et voilà, c'est vrai que ce fil rouge en question, il est intéressant, il est pas mal et tout. Hein. Mais c'est vrai que ça fait un peu, là on va parler de ça dans la prochaine saison, mais genre c'était pas prévu, il n'y avait pas de début, de fin, comme ça peut me plaire, ouais, comme dit Mick. Quand t'as quelque chose à raconter, une histoire avec un début, une fin, si tu mets 3 saisons à la faire ou 4, du moment que t'as raconté ton histoire de A à Z, c'est très bien. Mais là, ça fait vraiment, là, il faut faire une saison, du coup, qu'est-ce qu'on raconte? Et du coup, il y a vraiment ce truc t'arrives de plus en plus à des saisons où qui racontent de moins en moins de trucs intéressants, quoi. Et là, je parle de ça, je pense évidemment à Sons of Anarchy, où je crois que c'est les trois dernières saisons, je crois, à chaque fois qu'elle sortait, c'était censé être la dernière saison. Et tu le sentais quand tu voyais la saison d'après, parce que c'était n'importe quoi, et tu sentais vraiment qu'il tirait au maximum sur 20. Là, c'était plus je tire sur la corde, quoi. C'est le slip, l'élastique du slip de Guy Carrier, quoi, comme on dit, comme dit notre ami Karim Debache. Mais ouais, non, c'était très bonne analogie. Insupportable. La première de cet épisode. Voilà. Et moi de mon côté, j'ai vu que dalle, mais j'ai regardé aussi Rebelle avec mes enfants parce que je leur ai montré le film Rebelle. C'est mon petit qui l'a choisi parce qu'il aime bien dès qu'il y a des jolies filles sur l'affiche. Donc il a dit je veux voir ce film avec la princesse là. Et ils ont bien aimé. Ils ont beaucoup apprécié et c'est vrai que moi aussi j'aime vraiment beaucoup ce film. À chaque fois je me dis peut-être que maintenant je vais le trouver juste sympa sans plus, mais je le trouve toujours très bien et pas seulement sympa sans plus. C'est vraiment un très bon film, l'aventure elle est vraiment excellente. Et puis ce qui est intéressant aussi c'est que c'est un peu comme Elsa de la Reine des Neiges. Pas besoin de lui foutre un love interest. Ouais. C'est ouais en fait, mais là sauf que là, c'est encore pire, c'est qu'on essaie de lui forcer un love interest et elle a dit non mais j'en ai rien à foutre, vous pouvez me laisser me faire mon aventure autre part. Et donc les mecs on n'en entend même pas parler, enfin on les voit vite fait pour la blague, tu les vois pas de tout le film et à la fin ils se barrent et elle dit hey, bye tu vois, et c'est bon, on va pas chercher à lui rajouter quelqu'un et tout, et ça fait du bien. Là tu vois le côté woke bien fait, tu vois, genre c'est bon, la femme forte qui est pas là pour avoir un mec, mais voilà c'est bien fait, un peu comme Elsa dans la Reine des Neiges. Moi c'est ça que j'aime chez elle, c'est qu'il y a même pas un moment où on s'est posé la question est-ce qu'elle doit être avec quelqu'un ou pas. Le love interest on l'a mis à sa sœur, elle est reine et c'est tout en fait. Ce qui est important c'est son aventure, c'est sa magie, c'est ses pouvoirs. Et pourquoi? Et il y a plein de gens qui avaient dit ouais il faut que Elsa soit lesbienne et tout, tu sais. Non, il faut qu'elle soit rien du tout, c'est encore mieux. Enfin, c'est pourquoi vous voulez à tout prix lui mettre quelqu'un dans les pattes? C'est bien. Après souvent c'est seul, non? C'est les Disney aussi, parce que t'as beaucoup de Disney où souvent t'as même si c'est un mec, t'as un love interest ou un truc comme ça, tu vois. Après c'est vrai que c'est plus souvent avec les princesses. Disney ça va avec princesse, hein. Souvent princesse il faut un prince, tu vois.
Donc, Ouais, bien sûr. mais tu vois, c'est comme C'est- Mulan, par exemple. Pour moi, Mulan, c'est un des meilleurs films, on va dire, féministes, tu vois. Mais pourquoi c'est un des meilleurs films? Parce qu'il se voulait pas féministe. C'était une époque où on s'en battait les couilles. Et alors, les idées des créateurs, c'était de faire un personnage féminin fort. Et pour moi, c'est toujours un des meilleurs de l'histoire du cinéma aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à la cheville ce qu'ils font aujourd'hui d'un personnage féminin comme Mulan. Et alors oui, bon, elle a une petite love story avec Shang. Enfin, c'est même pas une love story, mais tu sens qu'il se tourne un peu autour à la fin du premier. Alors j'ai pas vu les autres après, donc je saurais pas ce qui Pas se qu'à passe. la fin, moi, il y a beaucoup de mèmes qui tournent où on dirait qu'il avait déjà des vues sur Chang avant de savoir que c'était Oui, Mulan. sur Ping, Quand ouais, tu vois les sur- regards et tout, tu vas bien sur sûr. Ping, pardon. Sur, tu vois, tu fais les regards et tout. Ouais, ça, ça trompe pas. Mais enfin ouais, c'est pour ça le côté woke bien fait en fait, c'est juste des scénaristes qui ont voulu raconter une histoire et qui l'ont fait juste parce que ça venait d'eux-mêmes et pas de ah ouais là faudrait un truc à mettre sur Netflix là ça pourrait être pas mal il faut trouver un truc alors ce qui me tue, c'est le fameux mécanisme de pensée de si elle a pas de mec, c'est forcément qu'elle est lesbienne. Alors que, comme Oui, je c'est dis, ça. non, elle est juste bien toute seule. Venez, on arrête de dire qu'il faut être en couple, et surtout alors déjà, dans la société, c'est un peu l'idée, mais dans les Disney, encore plus. Mais en plus, c'est intéressant parce que c'est vrai que là, Rebelle, j'ai vu, c'est 2012, donc c'était pas une époque où on parlait de woke autant que c'était maintenant. avant Donc, c'est cool l'apocalypse. de te dire. C'est cool de se dire qu'avant ce truc que certains considèrent comme une mode, on le faisait déjà naturellement sans forcément se faire chier à se dire oui, mais il faut que ce soit féministe, il faut que ce soit woke. Non, c'est on le juste, faisait, à l'époque, on le ça a faisait été fait parce naturellement, qu'on mais- on cherchait à faire une bonne histoire, quoi, c'est ça. Ouais, mais c'était quand même sacrément rare, tu vois. Tu regardes Oui, oui, c'est sûr. les histoires, tu vois, enfin les personnages féminins forts dans le cinéma, essaie d'en trouver. T'as peut-être Sarah Connor, Ellen Ripley et puis Mulan. Pour moi, c'est les 3 meilleurs exemples, mais le reste. En vrai, mine de rien, j'ai Rose de Titanic qui me vient en tête aussi, parce que mine de rien, c'est vrai que c'est pas forcément l'héroïne. Enfin, elle partage l'affiche avec Leonardo DiCaprio, mais bon, c'est quand même sur elle que repose toute l'histoire et tout. Puis c'est quand même une femme aussi qui se rebelle contre Oui. sa. Oui, Son- sa ça société fait et pas, tout. ça fait pas le truc fort comme Mais on c'est- dit, vraiment oui, bonhomme, oui. quoi, tu Oui, vois. c'est enfin, sûr. Mais non, mais c'est évidemment tu vas voir, hein, c'est une mode depuis 10 ans, les trucs féministes, woke et compagnie, mais tu verras que les meilleurs exemples de ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est arrivé avant cette mode en fait. Oui, Parce c'est ce que- que j'aimais. Il y avait un mème que j'avais bien aimé sur ça où il disait vous vous rappelez de cette époque, en mettant plein d'exemples de dessins animés, où Disney était enfin, ils étaient meilleurs pour faire dans l'intégration quand ils essayaient pas d'intégrer les gens en fait. Oui, Donc bien ils te sûr. montrent Lilo et Stitch, des trucs comme ça. C'était une chose que j'avais bien aimé comme concept, quelqu'un qui disait plutôt que de rajouter un noir dans une histoire française, racontez l'histoire d'un noir. Et comme ça, vous serez woke et sans forcer bien à sûr. mettre un noir en fait. Bien sûr. Et j'avais bien aimé ce truc-là en fait, parce que c'est ce que a toujours fait Disney à la base. C'est que Disney, ils ont parlé de plein de contes de plein de pays différents. Donc, c'était bien de continuer comme ça pour parler des autres pays, de parler des autres minorités, de parler de femmes, de parler héroïnes, etc. T'as plein d'histoires à raconter en fait. T'es pas obligé de forcer le truc. C'est comme ça que les gens le voyaient. C'est un peu le concept de la princesse et la grenouille. C'est pour ça qu'il y en a Mhm. beaucoup qui le prennent un peu comme exemple oui, si vous voulez faire une princesse de couleur, plutôt que de faire un remake d'une princesse qui à la base n'est pas de couleur, faites un remake avec soit vous faites un nouveau film, ce qui est bien aussi, soit voilà, vous Oui, avez ce dont on aurait besoin des très aujourd'hui. bons films comme La princesse et la grenouille, où voilà, il n'y a pas de blanc dans l'histoire carrément, donc c'est aussi bien, quoi. Ça, je suis on ne peut plus d'accord, hein, juste créer des nouvelles histoires, les gars. Créer c'est ça. dans les années 80, c'est marrant, hein, on a vu des trucs genre Alien, Terminator, Star Wars, tout ça naître. Pourquoi on fait pas ça aujourd'hui en fait? Et si vous voulez, vous mettez autant de femmes que vous voulez, il n'y a aucun problème, autant d'ethnies minoritaires, je sais pas trop quoi. Et puis vous verrez que ça peut très bien marcher. Et, Ouais. enfin, ouais. Eh bien, l'épisode de Cinésphère sur le wokisme est terminé. J'espère que vous avez apprécié Ça, cet j'avais épisode. la vanne en tête. Donc, toi, Guillaume, qu'est-ce que tu as vu? Alors du coup, vous avez très peu parlé parce que vous avez dû en parler dans le dernier Cinésphère, hein, n'est-ce pas, que vous avez fait.
Mais comme je n'étais pas là, moi j'ai là quasiment 1 mois et demi de trucs vus et pas vus. Enfin, pas encore finis, je veux dire, pardon, qui sont à raconter. Alors j'ai fini, alors je sais plus si je vous l'avais dit, mais Handmaid's Tale là, ça m'a saoulé, vraiment, c'est vraiment une série... Quand on parle de tirer sur la corde, Ah bah c'est une oui, série qui clairement. aurait pu être racontée en 2 ou 3 saisons et c'est tout. Même Bah, 2 saisons. Honnêtement, ouais, je pense 2 saisons. Hein. Allez, on va être sympa, on va pas dire une C'est le saison. roman, il est pas gros. mais- Il est vraiment pas si gros que ça. Il y a Ah, pas mais grand chose à raconter mais dans le roman. ça dure une éternité. Tu peux raccourcir chaque épisode de 20 minutes. On arrive à la même fin, on comprend tout. Ouais, moi, Et j'ai jamais des terminé la série juste à ralentis, cause de ça, parce que je trouvais qu'il tirait sur la corde et qu'il cherchait des excuses pour continuer. Et je me disais, Ah oui, mais comment surtout vous ne avez la plus- finis pas. Vous avez hein. plus rien à rider. Ne Oui, la plus finis rien pas. à hein. dire, pardon. Plus rien à rider. Ouais, je Non, il y sais a plus parler, moi. vraiment, ça sert à rien de la finir parce que ça se finit même pas vraiment en fait. J'ai attendu pendant 3 plombes qu'elle retrouve enfin sa putain de fille et au final elle ne la retrouve pas. La série s'arrête, elle ne retrouve pas sa fille, donc c'est un truc qui rend fou. Alors désolé pour le spoil, mais honnêtement je vous sauve, je pense. Je vous sauve les 6 ou 7 saisons, je sais plus, de Handmaid's Tale. Toujours très chiant à dire ce nom. Et sinon, j'ai commencé Sherlock, la série, avec Alors, ça, c'est un truc de cœur. Benedict Cumberbatch, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment Oui. très très stylé. C'est trop bien. La mise en scène est incroyable. Ouais, ça j'ai remarqué pour le Oh coup. là là. La mise en scène, la réalisation sont excellents. Alors le petit truc qui me dérange, alors je sais pas si c'est comme ça aussi dans les romans d'Hercule Poirot, je vais Conan dire Doyle. n'importe quoi, de Conan, Conan Doyle. de Conan Doyle. Avec Sherlock Holmes, le chien des Baskerville, etc. Je sais pas si c'est un peu la même vibe que Agatha Christie, mais le problème c'est que je sens un côté un peu Agatha Christie parfois, mais pas le bon côté. C'est-à-dire le truc ultra compliqué et comme Hercule Poirot, Sherlock Holmes, il va finir par découvrir le poteau rose, mais c'est tellement compliqué. T'es là, mais à quel moment t'as trouvé ça? Enfin, je trouve que ça marche bien Là, au début. Je trouve que ça marche bien dans Sherlock Holmes parce que tout est foutu à ce qui. Enfin, dans Sherlock, dans la série, parce que tout est foutu à ce que son intelligence, ça se voit que c'est quasiment impossible à l'avoir. Son palais mental, là où il va dans des trucs Oui, oui. et des explications à rallonge et c'est presque un super-héros, le gars. Mais Ah bah, clairement. il est montré presque comme tel, donc je trouve que tu Mais l'acceptes c'est facilement. ça qui est tu vois. drôle, c'est que c'est pas vraiment un super-héros, c'est plus genre un autiste Asperger, tu vois, Oui, c'est dans ça. le Ouais. film, comme il est. Clairement. Parce qu'il est là, genre, je suis désolé d'être une merde, de mal vous traiter, etc. Mais en même temps, tout le monde l'admire tellement il est intelligent. Mais le truc qui me dérange, c'est que je trouve que dans les premiers épisodes, ça marche très bien. Je comprends tout à fait. Il analyse les cadavres, il analyse les gens, il comprend direct ce qui s'est passé, il trouve plein d'indices. Mais le problème, c'est que là, je sais plus ce que c'était les derniers épisodes qu'on a vus. Mais le résultat, enfin, quand il découvre le poteau rose, c'est ultra compliqué. Et je me dis à chaque fois, en vrai, tu pourrais trouver quelque chose de très stylé, d'encore réaliste. Mais là, tu sais, il te fait. Alors, non, en fait, ça me fait penser à Mort à Venise, en fait, d'Agatha Christie, où c'est ultra compliqué. Et c'est le même truc où Hercule Poirot est coincé avec genre 10 personnes et il doit trouver qui est le meurtrier. Et t'as une scène où t'as une meuf qui est enfermée dans une pièce, tu l'entends se battre avec quelqu'un. Et t'as tout le monde qui panique, oh merde, qui n'est pas là? Il y en a 2 ou 3 qui sont pas là, donc tu dis, ah bah le tueur ça doit être un de ces 3 là. Et après, quand il analyse la scène, il fait, non, en fait, elle a fait semblant de se battre toute seule dans la pièce, et elle s'est plantée elle-même le couteau dans le dos en fonçant sur un mur à reculons pour protéger son fils ou je sais pas trop quoi. Et t'es là, bon, frère, enfin, c'est chiant. Et encore, t'es pas arrivé à la saison 4 de Sherlock, hein, c'est celle que j'aime le moins. Bah et je ouais. trouve que le dernier épisode qui conclut la série, il est tiré par les cheveux. Bah là, il je suis est à la- débile, cet épisode. Je suis à la saison 3 là, justement. Ah, c'est Et, ma préférée. Là, juste, j'ai fait Niveau mise l'anniversaire. en Je crois que scène et tout, le dernier que j'ai vu, c'est l'anniversaire avec Dean Thomas, là, le mec qui joue dans Harry Potter, le grand Renoir là, qui joue un garde de Buckingham. L'anniversaire? Ouais, l'anniversaire, le mariage. Le pardon. mariage? Oui, je trouve que l'épisode du mariage est juste fou. Au niveau de la mise en scène, il Bah, est magnifique. Là, quoi. pareil, moi, j'ai un peu trouvé ça tiré par les Too cheveux, much. mais encore ça va. Le truc de l'épingle Après, qui est dans la ceinture, ça va. Ouais, il mélange début. 3 histoires. Donc, Ouais, il c'est faut un peu- réussir à regrouper les 3 Ouais. histoires pour réussir à régler les 3 histoires dans la même histoire. Enfin, c'est. Ouais, c'est un peu le bordel, c'est mais c'est vrai que particulier, ouais. c'est bien fait. Bon, bref, j'ai commencé Sherlock et c'est vraiment cool, j'aime bien. Et je trouve que les deux, là, comment il s'appelle, le mec qui joue dans Le Seigneur Même des dans la- Anneaux, là, Martin je Freeman. reprends vite fait. On n'a pas fini, en fait. Il faut parler du premier épisode de la saison 3, quand il essaie d'échapper à sa propre mort. Je trouve. Non, c'est pas ça. C'est pas.
Oublie ce que j'ai dit, je sais plus de quoi je parle. Allez, Tu merci peux beaucoup, passer à la Mickaël. suite. C'est le premier épisode de la saison 4, j'imagine, mais c'est pas grave. Du coup, je passe sais à la plus, suite. Oui. J'ai fini Prison Break aussi, et c'est marrant, hein, parce que quand tu me parlais, Benjamin, de trucs qui tirent sur la corde, là, Prison Break, on est pas mal. Hein. C'est vraiment, je pense, c'est une des dernières saisons les plus inutiles de l'histoire, je pense. C'est vraiment, mais c'est... Ils ont ressorti la série en 2017, je crois. Ils ont chié 8 épisodes, un truc comme ça, c'est nul. Vraiment, c'est chiant. Et c'est vrai que les 2 premières saisons, elles sont vraiment cool. La deuxième, je pense, c'est ma préférée, ouais. Moi aussi. Et puis j'adore le... Je sais plus comment il s'appelle, le comédien, mais celui William qui joue Fichtner. le gars du FBI, là. Ouais, William Fichtner, ouais. Il est incroyable, il a un charisme dans cette série. Quand il Oh là bute, là. je sais pas si tu te rappelles un des personnages, à un moment il tue de sang-froid un des évadés, le jeune là, le jeune pickpocket là. Ah oui, Je sais pas si tu te j'avais rappelles. oublié. Et j'étais là genre waouh quoi. Enfin vraiment choqué de fou. Et bref, la saison 3, ouais, un peu en dessous. Et c'est vrai que surtout ça commence à tourner en rond, à toujours être la même chose et ça devient fatigant quoi. Bon bref, j'ai vu ça pas ouf. J'ai commencé le flic de Beverly Hills 4. J'ai toujours pas pu aller au bout. Je l'ai commencé dans l'avion et je me suis endormi devant. Et c'est nul. C'est vraiment Merde. nul. Je vais attendre de le finir pour voir. Hein. Peut-être que je peux encore être surpris. Mais bon, c'est un film Netflix, donc déjà ça part mal. Eddie Murphy, bah voilà, hein, c'est plus l'Eddie Murphy qui a 20 ans. Il en a 60 maintenant. Et surtout, c'est le genre de... Mais ça m'énerve tellement ces trucs, ces répliques à la Netflix, là. Où, à un moment, il est interviewé par un mec de la police. Parce que, bon, bah voilà, Axel Foley, dans Les Flics de Beverly Hills, il est toujours emmerdé par l'autre police, genre de Beverly Hills. Et lui, il vient, il fait un peu la tête brûlée devant, et il les provoque, mais ils peuvent pas faire grand-chose parce qu'il est flic, voilà. Et là, il est en face d'un des... En plus, c'est un acteur connu, je crois. Je me demande si c'est pas Patrick Dempsey ou un mec comme ça, je crois, qui joue dans le film. Et il interroge Axel Foley. Et Axel Foley, bah, fidèle à lui-même, au flic de Beverly Hills, il le provoque un peu, il l'énerve et tout. Et à un moment, il remet un peu en question sa virilité, voilà, mais c'est même pas... Enfin, c'est juste une réplique. Et le mec, il sort une réplique, bah vraiment la réplique Netflix où il fait « Ah ouais, vous essayez d'insulter ma virilité pour créer de la colère en moi, mais nous ne sommes plus dans les années 80, Axel, je ne suis plus... je suis plus sensible à ça. » Et t'es là, mais qu'est-ce que tu racontes, ta gueule, il a juste fait voilà, une vanne pour te provoquer et juste te montrer qu'il en a rien à foutre, tu vois. Et c'est vraiment du niveau de « Est-ce que tu es en train de mansplainer à cette femme, vraiment n'as-tu pas honte ?» ou les trucs, ça c'est des trucs que j'ai vraiment entendu dans des séries Netflix, donc envie de crever. Et je crois que c'est tout niveau série. Et sinon j'ai vu 2 films dernièrement. J'ai revu Sans Sarah rien ne va, qui est une très bonne comédie américaine de 2008, je crois. Comment tu dis que ça s'appelle ? Sans Sarah rien ne va. Ok. Ou Forgetting About Sarah Marshall, je crois le titre en anglais. Je connais pas. Et c'est la bande à Pato un peu, donc c'est Jason Segel, là, le grand dans How I Met Your Mother. Il y a Mila Kunis, il y a Kristen Bell, Kristen Bell, pas Christian Bale, hein. Mais Oui, c'est Kristen Bell, celle qui louche un peu, là. La petite blonde aux yeux bleus. Oui, Voilà. on est d'accord. Attends, si je me trompe pas, ou je confonds les c'est filles. Véronica Mars. Peut-être, ouais. D'accord, mais je confonds alors. Ok. Et voilà, c'est un film très sympa sur un mec qui se fait larguer, qui va à Hawaï pour oublier son ex. Et en fait... Non, c'est bien celle que je pensais. Pour moi, c'est dans The Good Place. Mais oui, c'est elle. Ok. Oui, du coup, c'est un mec qui se fait larguer par sa meuf, qui part à Hawaï pour oublier ses problèmes dans un putain d'hôtel. Et sauf que sa meuf, avec son nouveau mec, a choisi de partir en vacances dans le même hôtel que lui. Et du coup, bah, voilà, il va y avoir une vieille... Voilà, c'est une bonne comédie. Il y a Jonah Hill dedans, il y a Russell Brand. Voilà, c'est vraiment, vraiment très sympa, bien américain, un peu gras, et ça me plaît bien. Et sinon, j'ai vu un autre film Netflix qui s'appelle My Oxford Year, qui est sorti cette année. Et c'est une comédie romantique absolument pitoyable. C'est nul à chier, j'ai passé un très mauvais moment. Tout est parfaitement attendu, les acteurs sont parfaitement insipides. Je me suis rarement fait chier comme ça devant un film, c'est vraiment incroyablement mauvais. Il y a très peu de choses à garder. Tu vois le plot, non pas vraiment, en gros c'est une meuf qui arrive à Oxford, donc une américaine qui arrive à Oxford,
assez tête à claque. Et puis qui rencontre un prof dont elle tombe amoureuse, ils commencent à se fréquenter, mais il est un peu bizarre, blabla, il lui cache des choses, et en fait un jour elle veut des réponses, elle va chez lui, et en fait il est en chimiothérapie, en fait il a un cancer, oh là là, et du coup elle choisit quand même par amour de rester avec lui, et de passer du temps avec lui, même s'il est mourant, et comme il a déjà vu son frère mourir, il veut pas se faire traiter, en fait il est prêt à mourir, etc. Et du coup il finit par crever comme une merde. Et puis elle fait bon bah voilà, je passe à autre chose et je prends sa place, je deviens prof à Oxford à mon tour et je prends la place de l'homme que j'ai aimé, blablabla. Bla bla, et c'est vraiment c'est nul, c'est chiant, c'est parfaitement insipide et c'est un très mauvais film. C'est vrai voilà. que comédie romantique et Netflix, c'est vrai que le move était risqué. Oui. J'aurais pas tenté. Et surtout, je suis vraiment horrifié de voir une comédie romantique en 2025 d'un couple hétérosexuel. Hein. Franchement, je suis outré, vraiment. On est un peu chafouin ce soir. Allez, oui, moi, je suis énervé, voilà. Je suis déçu par tout ce que je vois sur Netflix, donc j'ai envie de me venger. Voilà. Et j'ai mis 2 à ce film, voilà. Sachez-le, j'ai quand même voulu le mettre 1. Okay. Parce qu'il y a Doug Scott dedans, qui est un acteur que j'aime bien, qui a joué dans beaucoup de mauvais films, mais qui est un acteur que j'aime bien, qui a joué dans Desperate Housewives. Et dans Mission Impossible 2, hein, c'est Ambrose dans Mission Impossible 2. Ambrose, non, pas du tout. Bon, bref, j'ai oublié son nom, mais c'est voilà, un acteur que j'aime bien, qui a vraiment une gueule. Et voilà. Et c'est tout pour moi. On va maintenant passer au vif du sujet. C'était un 3 films, ça remonte maintenant, il faut que je m'en souvienne, mais c'était 3 films sur la bagarre, un film que j'avais choisi. J'ai voulu justement éviter de tomber dans le truc de faire juste Jet Li, et on s'est dit on va ouvrir la chose, et je suis très content. Parce que j'ai découvert un film, j'ai revu 2 films, mais un que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu, celui de Benjamin, et le mien, ce qui est un peu un film de bagarre de chevet, donc je voulais retrouver. Mais avant de dire ce qu'on a pensé de nos films, quelle est votre relation au film de bagarre? Voilà, moi je vais commencer, mais par exemple, si j'ai choisi ce film, enfin ce thème-là, c'est parce que j'adore ça. J'adore les films de Kung Fu, j'ai grandi avec les films, alors on en parle assez souvent, mais j'ai grandi avec les films que mon papa m'a montré, qui étaient tous les films de Bruce Lee. En fait, il n'a pas fait des masses de films Bruce Lee, donc on a regardé toute la filmographie de Bruce Lee. On avait un coffret DVD, et je remarquais que j'adorais ça, et lui, il était fan absolu de Steven Seagal. J'ai remarqué que moi, j'aimais pas des masses les films de Steven Seagal, mais parce que je pense que j'étais cinéphile avant de le savoir, et je remarquais que c'était des putains de téléfilms, hein, tout simplement. Et puis même, je trouve qu'il a un côté trop raide, Steven Seagal, comparé aux films de Kung Fu, justement, que j'avais pris l'habitude de voir asiatiques, où les mecs, vraiment, ce sont je sais pas, ils sont en pâte à modeler, ces gars-là, pour faire de ces mouvements de fou. Et en grandissant, alors je suis pas le grand fan absolu des films de Kung Fu où je vais regarder que ça, mais j'en ai regardé, j'aime bien les films asiatiques en général, mais les films, même les épopées chinoises, dans les trucs de Shen Yimou comme Héros, alors je sais que Guillaume t'aime pas trop ça, mais les films comme Héros, les films comme Tigre et Dragon, Le Secret des Poignards Volants, tous les trucs de Shen Yimou, là, je kiffe ça. Secret des Poignards Volants, dis donc. Tu me rappelles j'adore ça. Et Benjamin m'avait offert un DVD en espérant que je puisse l'aimer, c'était The Swordsman, qui est un film coréen, et j'ai adoré. Voilà, vraiment, je sais que dès qu'il y a un peu de combat, que ce soit des combats à l'épée ou que ce soit des combats à main nue, ça va être vraiment mon kiff, quoi. Je kiffe ça. Et je suis comme un gosse devant. C'est-à-dire que je suis très tolérant. Il y a plein de moments où je sens que la qualité du film, et surtout dans les films de Kung Fu, c'est très rare que ce soit réellement bon, les films de bagarre. Mais il y en a des vraiment très bons, hein, je ne dis pas le contraire. Hein, mais c'est très rare que le scénario suive, que les acteurs suivent. Voilà, il y a plein d'autres choses qui flanchent à côté. Mais moi, qui va m'importer dans ces films-là, c'est les chorégraphies. Est-ce que je suis pris dans la chorégraphie? Est-ce que je trouve ça stylé? Est-ce que je trouve ça vraiment prenant ou quoi que ce soit? Et c'est plus là où je vais être plus regardant à aimer ou pas. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne avec toute l'action en général. Hein. En ce moment, je me fais tous les Fast and Furious. Et au-delà du scénario, des machins et tout, je me concentre surtout sur les scènes d'action, à me dire, est-ce que cette scène d'action vaut le coup? Est-ce que celle-là, c'est vraiment la grosse scène du film? Elle est inventive, elle est bien recherchée, comparée à ce qu'ils avaient fait avant. Est-ce qu'ils vont encore plus loin? Est-ce que justement, ils vont pas plus loin, mais c'est vraiment bien foutu? Enfin voilà, j'essaie de calculer tous ces petits trucs-là, et ça, c'est grâce aux films de Kung Fu qui m'ont ouvert les yeux sur tout ça, sur qu'est-ce qu'une chorégraphie, le montage, etc. Voilà, est-ce que vous aimez ça de base, Guillaume? Les films de
combat et de bagarre, évidemment, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que souvent, les films de baston, on les associe au cinéma asiatique, parce que bon, il y a beaucoup quand même d'arts martiaux qui viennent d'Asie. Mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé ça. De toute façon, j'ai toujours adoré les films d'action, donc forcément, il y a toujours un peu de bagarre. Après, c'est vrai que quand on pense bagarre, on pense vraiment aux trucs chorégraphiés, tout ça. J'aime bien ça, surtout pour les scènes d'action, mais c'est vrai que c'est ce que tu as dit. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est vrai que dans un film, les scènes de bagarre, c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait un petit scénario derrière, quelque chose qui aide, ou alors vraiment une personnalité au film. Et c'est pour ça, quand c'est vraiment trop stylisé, comme dans Hero par exemple, où le mec se prend un coup de poing, il y a de la farine qui sort, il y a de la fumée qui sort entre chaque point, mais le mec ne saigne jamais et tout. Je suis un peu bon, c'est trop stylisé, c'est un peu chelou et c'est pas trop mon délire, quoi. Évidemment, ouais. Après, il y a des films de combat évidemment que j'adore, de toute façon on en parlera là, mais de manière générale, oui, je suis tout à fait pour, je suis toujours ouvert à regarder un film de combat tant que je sais que c'est pas trop stylisé ou que c'est pas un truc genre Dead or Alive, quoi. Ce genre de bouse un peu comme ça. Non, je sais qu'il y a beaucoup de films très bien qui sont réussis, et ce que j'aime bien aussi dans le cinéma, c'est que c'est aussi énormément du cinéma de Star System, un peu, je sais pas comment dire. Il y a toujours des films où on va pas dire c'est un film de combat, on va dire non, c'est un film avec Jet Li, c'est un film avec Jackie Chan, c'est un film avec même Jean-Claude Van Damme, tous ces trucs là. Et j'avoue que ça, c'est aussi un truc que j'aime bien. Ça me fait beaucoup penser aux années 80 et même un peu 90, les films de combat comme ça, avec un mec qui déglingue tout le monde à chaque fois dans ces films. Donc ça me renvoie au cinéma d'action de ces années là. Et j'aime bien, ouais. Donc, Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu à chaque fois une nouvelle génération. Là, dans les années 2010, c'était Donnie Yen avec Ip Man qui avait tout pété. Ouais. Et là, 2020, pour l'instant, on n'a personne. Donc voilà, le créneau est ouvert, messieurs. Si en vous vrai, voulez, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que il n'y a plus trop la place aux films d'action ou de bagarre. Il y a beaucoup le délire film psychologique, film un peu comme ça, là où avant, il y avait beaucoup plus de films d'action. Là, il y a toute l'ère des super-héros qui s'est terminée. Il y a plein de films d'action, mais comme tu disais tout à l'heure, ça reste insipide aujourd'hui, souvent, et ils n'ont rien à raconter, quoi. Et toi, Benjamin ? Moi, c'est un style que je réapprécie depuis maintenant quelques années, mais c'est vrai que c'est le genre de film que j'aurais pu connaître à travers mon père, ou en regardant des films avec lui et tout. Mais même ça, c'est vrai qu'il était plus action, un peu tradi. C'était plus film d'action que regardait mon père que film de combat, quoi, on va dire. Moi, c'est vrai que dès que je pense à des films de combat, d'arts martiaux ou quoi, c'est vrai que moi j'ai grandi un peu avec l'époque Jackie Chan, où il y avait Jackie Chan partout, et même dans les titres français, on se faisait même pas chier à traduire les titres originaux. C'était juste Jackie Chan, c'était Jackie Chan fait ses courses, Jackie Chan, c'était un peu Martine à la plage, Martine fait ça. Il y avait un peu tout, il y avait même Jackie Chan qui avait son propre dessin animé, quoi. C'est assez incroyable de se dire qu'un acteur, le dessin animé de cet acteur, c'était genre lui, c'était pas genre il avait un rôle, c'était vrai que c'est fou, son propre rôle, on y pense. La série animée ça s'appelait Jackie Chan, quoi. C'était incroyable. Et donc c'est vrai que c'est vraiment à lui que je pense quand je pense à ça. Mais c'est vrai qu'après, à côté de ça, j'ai grandi en voyant quelques films comme ça sympathiques. Après, c'est vrai qu'il y avait ce côté avec Jackie Chan qui restait quand même très familial. C'était pas forcément de l'action. Là, on pourra en parler dans les 3 films qu'on a. Bon, c'est vrai que c'est des films de baston. C'est pas forcément du jeune public qu'on a choisi là. Donc c'est vrai que Jackie Chan, il y avait un peu ce côté, il y avait beaucoup de vannes et tout, il y avait ce côté même un peu cartoonesque qu'il avait avec son corps et tout. Donc voilà, c'est des trucs que je regardais quand j'étais plus petit. Après, c'est vrai qu'en grandissant, ma cinéphilie s'est développée un peu plus et tout, et c'est vrai que j'ai eu ce truc un peu con de me dire maintenant je suis un vrai cinéphile, je regarde plus des films d'action ou des films de combat et tout. Et donc je me suis un peu éloigné de ça. Et c'est vrai que j'ai quand même mûri c'est filié avec, et donc maintenant je sais qu'il a des très bons films de combat qui sont des très bons films avant tout, quoi. Et donc c'est vrai que là j'en regarde régulièrement, sans forcément dire souvent. Mais voilà, maintenant justement, maintenant que je suis cinéphile, j'aime apprécier et choisir des films
de combat où tu te dis pas juste oui c'est un bon film de combat, tu te dis c'est un bon film avant tout. Même si tu as des attentes en regardant un film de combat, c'est sûr que bon là on va en parler, mais c'est vrai que évidemment il y a des le côté chorégraphie et tout, c'est des choses, tu as des attentes qui sont assez marquées, on va dire. Donc voilà, petit à petit je m'y remets et c'est vrai que là les 3 films je vais pas spoiler ou m'étaler, mais voilà, pas grand chose de plus à dire. Alors on va passer justement sur les 3 films. On va commencer par le mien, qui est donc, alors j'ai même pas ouvert ma petite fiche Wikipédia, mais c'est donc le baiser mortel du dragon avec Jet Li, parce que je voulais à tout prix du Jet Li, parce que je l'aime d'amour. C'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. J'aime son genre de rôle et j'aime sa façon de combattre avec son côté, un regard très méchant et tout. Et c'est un mec justement qui est dans ce côté. Je parlais de raideur ou quoi que ce soit, mais lui, putain, ses coups sont tellement calculés à chaque fois. Tu sais, enfin, il a une. Je sais pas, il est très vif et sec. Je sais pas comment dire. C'est ça, c'est sec. Exactement, t'as choisi le terme. C'est vraiment très sec. Et à chaque fois, j'ai l'impression que tu te prends une tatane de lui, t'as la tête qui part en arrière. En fait. Qui fait l'exorciste. Elle fait un 360 mais oui, c'est ça. Même. Ça se ressent en fait. Et ça, c'est très très bon. Du coup, c'est très agréable à regarder dans sa façon de combattre. Et Le baiser mortel du dragon, c'est vraiment un film que j'avais. Beaucoup apprécié à l'époque où je l'avais vu. Ça faisait partie de ceux que je préférais, si ce n'est pas celui que je préfère, avec Jet Li. Donc voilà, c'est un film qui est sorti en 2001 et réalisé par Chris Naon. Je ne sais pas s'il est, je pense pas, de la même famille que Philippe Naon, comme ça qu'il s'appelle, je sais plus. Bref, et donc voilà, et donc du coup c'est donc une production Luc Besson, donc ça fait partie de ces longues listes de films que les gens ont chié dessus parce que c'est des productions Luc Besson et que quand il y a Luc Besson derrière, eh bien forcément ce sont des films un peu débilos où on s'en fout complètement du scénario et de toute façon il n'y a rien à... Là le scénario, c'est un scénario très simple. Il y a un mec qui arrive, il est au milieu d'une histoire dans laquelle il n'aurait pas dû être et avec un flic ripou. Toujours, parce que moi j'aime ce mec dans les rôles de flic ripou, j'ai l'impression. Comment il s'appelle déjà? Checky Cario. Checky Cario, qui joue encore une grosse ordure. Parce que j'aime cet homme quand il joue des grosses ordures. Après, il a joué souvent des grosses ordures. Mais il a un peu la tête de l'emploi, hein. J'aime bien Checky Cario, mais c'est vrai qu'il et a la voix aussi. Hein. Une voix de ouf. Oui, la voix aussi, oui. Et donc dans ce film-là, on n'y échappe pas, c'est une belle crevure. Et en plus, il y a aussi donc Jane Fonda, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Non, Bridget, Bridget Fonda, oui. Non, mais non, pardon, Bridget Fonda, que je confonds souvent avec Jennifer Jason Leigh. Et à chaque fois, je me dis, pourquoi je confonds ces deux actrices? C'est parce qu'elles jouent toutes les deux dans un film qui s'appelle Jeune fille partagerait appartement. Et dans ce film... c'est justement Jennifer Jason Leigh qui s'attache tellement à son colocataire qui est Bridget Fonda. Et en fait, elle va commencer à tout faire comme elle, à s'habiller comme elle, à se couper les cheveux comme elle. Et elle va lui ressembler de plus en plus. Et elle va se dire, mais elle est complètement folle en fait. Elle m'apprécie un peu trop en fait. Et le film devient un thriller psychologique. Et il est génial ce film. Je sais que c'est un film que j'adorais. Et du coup, je confonds les deux actrices. Jeune fille partagerait appartement. C'est JF partagerait appartement. Et c'est vraiment un film que je kiffe. Et ouais, donc du coup, je confonds tout le temps les deux actrices parce qu'à la fin, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est le but du film, quoi. Et donc voilà, bref. Et donc pour moi, celle qui joue dans Existence, c'était la même, alors que pas du tout. Et donc ce film, pourquoi je l'aime? Ce film, je l'aime parce que déjà, je trouve les personnages touchants. Je trouve déjà le personnage de Jet Li touchant. J'aime bien sa façon d'être, le mec qui essaie de... Enfin, il a un regard... je comprends pourquoi il a joué dans Danny the Dog, il a un regard canin, je trouve. Ce côté, tu lui donnerais le bon niveau de sa profession avec ce regard-là. Je le trouve vraiment mignon comme tout. Et quand il doit combattre, il combat. Et là, on est comme dans un truc de jeu vidéo. C'est-à-dire que vraiment... On parle d'un mec qui défonce des gueules et tu dis, il est vraiment mignon comme tout. Hein. Mais oui, je trouve que quand il est chou, il est chou. Je suis totalement d'accord avec toi, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que je prends le recul sur la situation et c'est vrai que c'est fou parce qu'il tue des mecs en leur brisant la nuque pendant tout le film et t'es là, il est vraiment mignon comme tout. Et c'est vrai que le film... Moi, c'est le regard câlin, je sais pas comment il doit le prendre. Je sais pas si c'est un compliment. Je suis sûrement pas le seul à l'avoir pensé vu qu'ils l'ont fait jouer un chien quand même, donc c'est pas pour rien.
Et donc du coup, ben, le film est foutu un peu comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que t'avances dans l'histoire, t'as un boss, t'avances dans l'histoire, t'as un boss, et c'est ça un peu tout le long, et avec le climax qui est dans le poste de police, où vraiment là on avance réellement d'étage en étage, comme tu avancerais de boss en boss, où au début il se bat contre plein de gens, après il va se battre contre les 2 jumeaux, qui est un de mes combats favoris, et après à la fin il tue le grand boss, mais il le tue avec une autre façon de faire, avec le baiser mortel du dragon justement. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que c'est un fanat d'acupuncture. Il sait exactement où placer ses aiguilles pour faire ce qu'il veut aux gens. Il en utilise quasiment pas dans le film. Il en use pour endormir la nana, pour tuer le grand méchant à la fin. Mais pour de vrai, ça va. C'est pas un truc ultra cheaté qu'il utilise pendant tout le long du film. Les 3 quarts du temps, ce qu'il utilise, c'est ses poings. Il les met dans la gueule et c'est tout ce qu'on veut en fait. Et je trouve que disons qu'il l'utilise assez, je trouve, pour que la fin soit stylée et que ça sorte pas non plus de sous le chapeau en mode il a jamais utilisé. Exactement. Là, il l'utilise un peu et à la fin, tu fais OK, c'est très stylé. C'est ça. Et le truc, c'est que le film, après, pendant tout le long, je trouve que les chorégraphies se tiennent parfaitement. Il n'y a pas un seul combat où je me suis fait chier devant. Je trouve que alors même la première dans l'hôtel, dans la cuisine et tout est très bien chorégraphié. Donc dans l'hôtel, c'est celle où il y a le plus utilisé les trucs environnants. Donc ça, j'aime bien ce genre de choses aussi. C'est voilà, là il est avec des fers à repasser, il va les utiliser. L'autre il va utiliser le billard là ou ce genre de choses. Dans un conduit de linge sale là et tout dans la buanderie. Ouais. Donc voilà, là il y a un côté presque Jackie Chan, j'ai envie de dire, parce que pour moi c'est la grande marque de fabrique Jackie Chan, c'est d'utiliser ton environnement pour faire des chorégraphies. Et ça, du coup, c'est super intéressant. Et après, c'est plus des vrais combats, mais genre avec du gros son rap ou des trucs comme ça. Mais je pense au gros Black. Tu sais, quand il arrive et là, t'as la musique qui fait comme ça. Yeah, tu vois, c'est trop énorme. Enfin, je kiffe ça, tu vois, c'est bête, mais ça me tue, tu vois. Et où il sait qu'il va en chier parce que lui, c'est le gros baraqué qui ressent quasiment aucun coup. Voilà, et alors, bon, finalement, il en chie pas tant que ça parce que c'est un des premiers réels mecs qui tabasse, tu vois. Et voilà, donc il y a plein de moments comme ça où je trouve ça trop stylé. Quand il se bat contre tout le monde en même temps, je trouve les chorégraphies super bien réalisées. Et il y a même des moments qui me font rire. Genre, juste avant la scène des jumeaux, il y a une scène où il appuie sur l'ascenseur pour faire repartir l'ascenseur. Ça va pas assez vite, ça l'énerve. Du coup, il fout un coup de pied latéral, ou même pas latéral, le coup de pied il le lève et genre ça passe au-dessus de sa tête pour péter le machin pour que ça tombe plus vite, tu sais. Et ça sert à rien, c'est que stylé, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et je kiffe ce film pour ça. Il y a presque un côté second degré qui fait que ça passe parfaitement, les scènes d'action et les petites vannes comme ça où tu te dis c'est poussif mais c'est drôle. Du coup c'est ça qui est fait exprès. Et j'aime bien dans la chorégraphie avec les jumeaux. J'aime beaucoup l'idée d'avoir pris des jumeaux pour enfin, ils sont pas réellement jumeaux les acteurs, hein, mais voilà, d'avoir pris des jumeaux dans l'histoire pour faire un combat et tout. Et en plus, le mec, il combat super bien, vraiment, ils sont très très doués. Et il y a un moment, il a une feinte. Je crois que le plus petit joue dans Banlieue 13. Mais c'est Cyril Raffaelli, oui, c'est le plus grand cascadeur français. Et il joue dans Die Hard 4. Et Yamakasi aussi, non je sais pas s'il joue dans Yamakasi, je me souviens plus. Mais oui, il joue dans Banlieue 13 et il joue aussi dans Die Hard 4. Et c'est le genre de mec un peu qu'ils prennent dans les films américains, tu sais, parce que c'est le seul qui... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'acteurs français qui savent vraiment bien se battre et tout. Et souvent, c'est des freerunners, tu sais, qui prennent des mecs comme ça pour les cascades, comme dans Casino Royale, c'était Sébastien, je sais plus... Follin, j'allais dire, non pas du tout, mais c'est un présentateur. Mais il y a un mec, je crois, qui s'appelle Sébastien. Présentateur de météo et cascadeur. Voilà. Non, mais le mec qui fait du parcours là, à Madagascar dans Casino Royale, c'est la même chose, celui qui escalade le bâtiment là et tout. Et oui, Cyril Raffaelli, c'est un mec que j'aime beaucoup parce qu'il sait très très bien se battre et c'est un sacré. C'est un hamster. Il ne joue pas dans Yamakasi. Voilà. Okay. Bon pour moi. Et donc voilà, et donc dans cette scène, il y a une scène bête que j'aime bien moi aussi, c'est bête mais dans le niveau de l'idée de la chorégraphie, c'est le fait de détourner l'attention du gars en mettant sa main sur le côté. Du coup le mec il tourne la tête et pendant ce temps il lui fout un coup de poing dans la gueule. Il lui fait 2 ou 3 fois d'affilée et ça marche à chaque fois. Tu fais mais c'est trop bien. Et pour moi encore une fois je trouve qu'il y a presque une technique de jeu vidéo quand tu as trouvé le petit truc cheaté qui marche et tu fais allez je peux refaire toujours le même truc et je vais ouais, c'est ça. Et je trouve que vraiment le film est foutu comme ça pendant tout le long. Tout ça pour arriver donc au climax comme disait Benjamin, ou enfin au climax à la fin, au dernier combat, qui n'est pas réellement un combat, parce que le mec ne sait pas se battre en fait. Donc c'est juste qu'il tue
le personnage de Jackie Cario, et comme tu dis, c'est très stylé, parce que c'est bien dégoûtant, hein, parce Ouais. que, comme il lui dit, je te mets une aiguille pile poil ici, et normalement, bah voilà, t'as tout le sang qui va sortir par tous tes orifices, et tu vas souffrir atrocement. Et c'est bien foutu, parce que bah, déjà, il joue très très bien, et moi, le moment où il convulse avec vraiment le bruit du liquide, tu sais, t'es Ouais. ouais, enfin, c'est là, tu fais, ça me... Ouais. Non, non, c'est très désagréable, je ressens ce que tu dois ressentir, et... Et c'est vrai Ça qu'on ressemble un Voilà, peu bref. à- on est loin Ça du, ressemble un peu à mon du film côté, aussi, hein, la fin du film. De quoi? La fin du film, comme ça, où il combat un peu les boss un par un, et à la fin, il se bat pas vraiment contre le dernier, juste il le tue. Ça renvoie un peu aussi à mon film. parallèle. Je trouve que Oui, oui. Ah oui. c'est un peu pas. Enfin, on en parlera plus tard, mais c'est un peu la même construction dans ce genre-là. Mhm. Un peu jeu C'est vidéo, vrai. justement. Non, dont je tu disais, parles. c'est bien de. Je déteste les scènes finales avec les boss qui ne meurent jamais et voilà, à chaque fois tu les vois mourir. Tu dis, bon, bah, ça y est, il est mort. Après, il y a un cut, et après, la scène d'après, c'est, eh ben non, en fait, il est pas vraiment mort, il se relève. Non, là, il n'y a pas ça. C'est juste, il se prend une aiguille dans la nuque et il souffre sa mère et il tombe Comme une merde. une oui, minute c'est ça. après. Il n'y a pas de Et de toute suspense façon, de il est j'ai pas mort. ou terminé quoi. pour ma part. Donc allez-y, vous pouvez dire ce que vous en avez pensé de ce film. Alors pour moi c'est un 8 sur 10. Voilà, pour ma petite note, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas non plus le film le plus merveilleux du monde, mais j'ai beaucoup d'affection pour ce film. Et encore une fois, même de l'avoir revu là pour la 5e fois, je pense, je prends toujours autant de plaisir devant ce film sans être un chef-d'œuvre non plus. Écoute, je comprends tout à fait. Moi, c'est un 6 sur 10, mais un gros 6. Je dirais peut-être ouais, 12 et demi, 13, allez. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui m'empêche de lui mettre plus, c'est qu'il y a quand même ce côté un peu... je sais pas, moi forcément, vu que ça se passe à Paris et que c'est film un peu combat avec Jet Li, moi ça m'a fait penser à Rush Hour 3. Oula. À Paris, pareil avec Jackie Chan, il y a beaucoup de vibes qui me font un peu penser à ça, mais c'est vrai qu'on reconnaît très vite la touche Luc Besson. Et moi, j'ai passé un bon moment. J'aime beaucoup ce genre de film, tu sais, sans prétention et qui te montre juste ce que tu veux voir. Tu sais, c'est pas le film triple A où tu dois absolument marquer tout le monde. Non, voilà, c'est le film, tu sais à quoi tu t'attends. Et c'est ça que j'aime bien dans ce genre de film. Après, c'est vrai que du coup, c'est difficile de leur mettre des 10 sur 10 à ces films. Parce qu'ils prennent pas énormément de risques, mais ils ont pas mal de personnalité. Et je trouve que ce côté avec les aiguilles, c'est con, mais ça rajoute beaucoup de personnalité au film, en fait. C'est très original. Et j'aime beaucoup ça, pareil, la fin où il détruit tous les mecs de karaté là, de la police. Ouais. je trouve ça vraiment marrant. Ça m'a fait très bizarre de revoir Paris. Le Paris Moi des j'aime bien années quand les 2000. films ont pas trop de cuts, quand les films de combat, parce que ce qui est bon c'est la chorégraphie, et je trouve que cette scène là c'est une des bien sûr. meilleures, une des mieux filmées, parce qu'il y a plein de moments où tu as vraiment l'impression que le gars sait se battre en fait, tout simplement, qu'il n'y a pas eu besoin de faire un cut pour croire qu'il sait se battre. De toute façon, les 3 films qu'on a utilisés gèrent superbement ça, dont un Bah, encore ouais. mieux. Mais Je ouais. pense que quand tu fais des films de combat, t'as intérêt à montrer la chorégraphie avant tout. Souvent, c'est les films Ouais, mais il y en a américains. qui savent pas le faire, hein. Oui, non, mais moi je bien sais sûr. que Ip Man 3, c'était catastrophique. Celui avec Mike Tyson, là, Je sais plus. je crois que c'est Le Ip 1, Man. le 1 et le 2 étaient très bien, et le 3, c'est surcuté à mort. Ouais, Tu fais, ouais. mais putain, le gars il sait combattre, montrez-le. C'est horrible Ouais. ce que vous faites, hein. Il y a des films où c'est insupportable comme ça, où bon, c'est pas un film de combat, mais je pense à Quantum of Solace, c'est la même chose. C'est ultra cuté pour les scènes de course-poursuite, ça te donne la gerbe en fait, t'en peux plus à la fin. Et oui, ça c'est très Et chiant. oui, il y a bien Mike Tyson dans le 3 Ouais, c'est celui-là, Ok. ouais, ok. dans Hitman. Il était très nul celui-là. Mais ouais, ouais, ça me fatigue de voir des films de combat surcotés. Je trouve ça très intéressant, au contraire, de laisser des longs plans sur les deux en train de se battre et tu comprends vraiment toute la technique et même la rapidité, parce que souvent ces mecs-là, enfin voilà, ils envoient pas des fax, tu vois, enfin c'est vraiment des coups de poing qui te partent, mon gars, ça fait peur quoi. Et j'aime aussi beaucoup Jet Li. C'est un mec moi que j'ai vu dans très peu de films. Je l'ai vu dans genre Expendables 3, dans des films comme ça où il a juste des petits rôles. Mais là où je le retiens majoritairement, c'est pour Mission Impossible. L'Arme Fatale 4. L'Arme Fatale 4, ouais. Où j'adore son personnage dans ce film. Je trouve qu'il le joue super bien et il est parfait pour ce genre de rôle. Et alors là, on voit moins le côté doux et mignon hein, dans L'Arme Fatale 4. Ah oui, c'est sûr. Il fait vraiment bien peur. Mais je comprends tout à fait. Moi, c'est un Il a acteur moins ce regard canin. que j'affectionne beaucoup. Et oui, j'aime beaucoup ce mec, c'est très cool. Et c'est ce que je disais avant. Ça fait très bizarre aussi, en tant que Français, de voir le Paris des années 2000, début des années 2000. Parce que c'est vrai qu'il y a. Ouais, moi, c'est quand j'ai découvert Paris que c'était comme ça. Et
bah, ça fait bizarre aujourd'hui de voir. Alors vous habitez dans le sud, donc vous avez peut-être moins l'habitude de voir Paris, mais c'est vrai qu'il y a quand même de Bah, belles surtout différences. que là, on voit le Paris, on voit pas le beau Paris, quoi. On voit le Paris avec le réseau de prostitution. Oui, le côté Oui, obscur, bien sûr, mais c'est- ce que je veux dire, c'est que c'est le Alors, on Paris n'est que pas dans Emily de Paris là. Hein. c'est le pari que tous les Parisiens voient, tu vois. Alors, je te parle pas de la prostitution, de l'héroïne et compagnie, mais tu sais, aller dans des petites rues et voir des trucs remplis de poubelles et tout, enfin, c'est aussi, ça fait partie du charme parisien, n'est-ce pas? Et ouais, je trouve que c'est un film vraiment qui a. En fait, c'est ça, c'est qu'il il se la pète pas, le film. C'est un film sans prétention. Mm. Tout est basé un peu sur le combat, c'est réussi. Le scénario, il est pas compliqué, il est pas ultra facile. Ah, d'ailleurs, il y a un acteur, l'acteur qui joue le propriétaire du resto chinois dans lequel Ouais. se cache Jet Li. Alors, je sais pas si vous l'aurez reconnu, mais j'ai halluciné. J'ai cherché pendant genre 10 minutes. Je me suis dit, ah, mais attends, mais dans quoi il joue ce mec? Je l'ai déjà vu quelque part. Et quand il était plus jeune, c'est celui qui joue Kato dans La Panthère Rose. C'est avec Peter Sellers. C'est celui Ah, je qui connais joue. pas. Je connais pas. En gros, il y a un running gag dans les films de La Panthère Rose, c'est que Peter Sellers, il habite avec un asiatique, donc c'est Kato, donc c'est joué par ce mec. Et à chaque fois qu'il rentre chez lui, des courses, du bureau, des trucs comme ça, il lui demande de le surprendre pour se battre avec lui. Et sauf qu'à chaque fois, quand Peter Sellers rentre chez lui, il est là, bon, Kato, en fait, j'ai la flemme de chercher, j'ai pas envie de jouer maintenant, arrête. Sauf que bah, à chaque fois, il finit par le chercher, et puis c'est quand il arrête de le chercher qu'il ouvre le frigo, et puis le mec est caché dedans, il lui saute à la gorge, il fait ah! Et après, il commence à se battre pendant 10 minutes, il ruine tout l'appartement. Et c'est pour ça, bah, c'est comme ça que je connaissais cet acteur. Ah, c'est rigolo. Donc ça m'a rappelé des bons souvenirs. Et oui, je trouve qu'il y a. Tout est vraiment sympa et plaide en la bonne volonté du projet. Et ouais, j'ai vraiment passé un bon moment. Après, c'est vrai que oui, bon, c'est sûr, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais c'est vraiment un bon petit film, bien sympa, bien rythmé, qui est pas trop long, qui est pas trop court. Et oui, bah voilà, ça fait penser bien aux films habituels de EuropaCorp et de Luc Besson, tu sais, les taxis, les trucs comme ça. Bah c'est un peu même ambiance et j'aime bien. Voilà. Donc Cool. très bonne recommandation et ouais, pour moi c'est 6 et demi, on va dire. Cool. Benjamin. Ouais, moi je vais pas trop traîner, mais je rejoins ce que vous dites en étant le moins enthousiaste des trois. Moi c'est un gros 5 éventuellement, voilà, un 5,5, 11 sur 20 on va dire. Parce que oui, effectivement, ça se regarde pour. Enfin voilà, le film ne pète pas plus haut que son cul, comme on dit. Et puis il nous donne ce qu'on a envie de voir. Mais c'est vrai que bon, bah il y a des trucs, notamment. Je sais évidemment que je regarde pas des films sur la bagarre pour avoir des grands scénarios. Mais justement, moi j'aime bien les films qui vont vraiment qui usent ce concept de, enfin qui vont vraiment dans le concept de tu veux voir un film de bagarre, il n'y a que de la bagarre. Et le scénario, il tient sur un post-it parce qu'on s'en fout quoi. C'est pour ça que j'aime bien notamment John Wick, notamment le premier, où je sais que j'ai déjà entendu des vannes en disant John Wick c'est un gars il perd son chien. Sauf que déjà c'est pas n'importe quel chien, parce que ceux qui ont vu le film comprendront que c'est quand même important dans l'histoire. Mais voilà, c'est juste un gars qui se venge de toute la mafia russe qui l'a fait chier. Et c'est que ça pendant tout le film. Et il n'y a pas de love interest comme il y a là, par exemple, dans celui-là, un peu avec l'actrice, enfin Bridget Fonda qui a un rôle, voilà, qui est là parce qu'il faut qu'elle soit là, quoi. Parce que bon, c'est vrai que. Après, c'est quand même un élément important du film. C'est l'élément déclencheur un peu de toute l'intrigue. Mais bon, c'est vrai qu'elle sert pas à grand chose. Ouais. Voilà. Bon. Je n'ai pas grand chose à dire en fait. Je rejoins Guillaume sur le fait qu'on sent vraiment la patte de EuropaCorp. C'est vrai qu'il y a une époque, enfin, c'est à l'époque où Luc Besson faisait beaucoup de films et tout, c'est vrai que j'avais pas forcément l'œil où je captais ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'avec le recul maintenant, avec ma cinéphilie et le fait de regarder plein de films et tout, là je capte vraiment, dès que je vois Europa et que je vois le film après en suivant, je me dis ouais, ça se voit en moi, fait. j'ai dit EuropaCorp, mais c'est un film EuropaCorp, lui? Oui, parce que je et me Luc Besson, Oui. Luc Besson est au scénario. Et producteur, oui. Ok, ouais. Non, parce Ouais, que scénario, en plus. je vois que ouais, Luc Besson, je sais qu'il a bossé dessus, mais c'est EuropaCorp, parce que ça, je me souvenais pas de. Enfin, je sais plus si je l'avais vu ou pas. Si, ouais. Je croyais que ça avait commencé par Canal+, un truc comme Donc, ça, mais bon, peut-être, je sais pas. Donc voilà. Et les sympathique, scènes de combat, mais, ça va Oui, ça va. C'est pareil, ça m'a pas. C'est pas le meilleur film de combat que j'ai vu,
Mais ça Moi va. non plus. Ça passe. Ouais. Bah après, oui, j'ai oublié de le dire et de revenir là-dessus, mais c'est vrai que le combat avec les deux jumeaux, je l'ai trouvé très réussi. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi ils jouaient à cache-cache et ils l'attaquaient un par un, mais Parce Ouais, que voilà, parce que c'est je- plus je stylé. voulais pas- oui. Parce que c'est plus Je stylé. voulais pas chipoter parce que sinon on va pas en finir, mais oui, il y a des petits trucs comme ça où je me suis dit, ouais, bon, Mais oui, il à quoi est... ça sert? Mais on sait qu'on est dans un film de combat, donc il n'y a pas forcément que des Ce- trucs qui servent à Oui, quelque chose, ce- on est bien d'accord. Mais ce combat, je l'ai trouvé vraiment cool, et surtout le finish là, où il le prend par les pieds, il lui brise la nuque sur le sol, j'ai trouvé ça vraiment très Ah très oui, oui, stylé. oui. C'est vrai. Ça c'est vrai, et l'autre qui le voit, il fait Mais non. c'est vrai, les Les finishes de petits- manière générale, je m'étale pas sur les combats, mais c'est vrai qu'il y a des très beaux finishes dans le film, hein, en général. Quand il finit un gars, tu sais qu'il n'y a pas de doute. Tu prends pas son pouls pour voir s'il est mort, tu sais qu'il est mort. Quoi. Oui, bah c'est un point en commun avec, assez violent. au moins un autre film de la série, hein, je crois, mais enfin de la sélection, je veux dire. Et bien, si vous avez fini sur Mais ce je film, suis on content peut- de l'avoir vu. Parce que je connaissais de nom du coup, mais c'est vrai que j'ai pas. J'ai une. Est-ce que ça te donne envie de regarder peut-être un ou deux de plus de Jet Li? Oui, Non. oui, non, en vrai, c'est Bébou. ce que j'allais dire. Je suis plus team Jackie Chan que team Jet Li, mais c'est pas que j'adore Jackie C'est Chan, pas c'est que pareil. j'ai vu beaucoup plus de films de lui. Oui, bien sûr. Et oui, c'est pas pareil. C'est vrai que comme je disais, il y a moins ce côté familial avec Jet Li. Oui, c'est ça. Mais non, moi je. Après, Jet Li, il a fait des bizarreries. je Faut sais regarder The One. C'est Ouais. c'est bizarre. Hein. Ouais, Enfin, voilà, c'est bizarre. C'était. Là, on est vraiment dans la série B totale. Lui, j'ai vraiment Mais envie de le c'est- voir. C'est The One. l'autre. Il a l'air vraiment C'est C'est bien. l'autre vraiment- film que j'avais en tête parce que c'est vrai qu'il y a quelques titres que je connais de nom de Jet Li, mais que C'est j'ai un pas- nanar, donc The One, celui-là en quand faisait même, un partie, peu. hein. Ouais, ouais, Mais un justement, nanar j'aime que j'aime bien, pourquoi je pas, l'apprécie quand même. L'idée de faire un Highlander, mais à travers des mondes parallèles et que à main nue presque, tu vois, pourquoi pas. Ah mais attends, Allez, me c'est- spoile pas, parce que ouais, c'est un des films que j'ai envie de voir, un des rares films que j'ai envie de voir avec Jet Li, donc... Nous allons donc maintenant passer au second film de la sélection, qui est le film de Benjamin. Benjamin, qu'est-ce que tu as choisi? Eh bien, j'ai choisi Hong Bak, donc film thaïlandais sorti en 2003, que je connaissais depuis qu'il est sorti en 2003, donc j'étais pré-ado à cet âge-là, et du coup, c'est un film donc qui a aussi dans le générique, enfin avant le générique où tu vois toutes les sociétés et tout, il y a aussi Europa Corp. Donc j'en ai déduit que c'était peut-être par la société qui allait diffuser en France, tout simplement. Parce que il y a plein d'autres trucs de production après qui sont thaïlandais avant le générique là. Donc ça voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit ça doit être peut-être Europa, ou alors il y a dû avoir une collab en gros. Mais parce que ça dit quoi là? C'est un film thaïlandais, ouais, non, il y a même pas, c'est même pas franco-thaïlandais. Oui, alors oui, c'est bien thaïlandais. ça, c'est EuropaCorp Distribution. Ça a été distribué par eux, mais Voilà. pas produit. C'est Ouais. exactement ça. Et je sais que du coup, parce que c'est un truc que je me suis dit, c'est bizarre qu'un petit film comme ça thaïlandais, on l'ait connu, et je me rappelle qu'il y avait pas mal de pubs quand il est sorti. Et c'est vrai que c'est rare, parce que c'est vrai que maintenant, avec la mondialisation, on voit pas mal de trucs, enfin même avec les plateformes et tout, on arrive à voir des films indiens, des films indonésiens, thaïlandais et tout, c'est plus courant. Mais c'est que là, en 2003, on va pas se mentir, mais il y avait beaucoup de... soit t'étais en France et tu voyais des films français ou américains, mais c'est vrai qu'après, il fallait un peu creuser pour voir des trucs un peu plus d'ailleurs. Et là, c'est vrai que Hong Bak, je m'en souviens de cette année-là où il est sorti, donc c'est que ouais, il y avait pas mal de promos. Notamment le générique aussi qui est chanté par Willy Denzé. Alors Willy Denzé, peut-être qu'on le connaît plus maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque il avait son petit succès, et je me suis souvenu quand j'ai vu le générique de la musique, parce je sais que le clip tournait et tout. Donc voilà, c'est un film que j'avais en tête depuis toutes ces années, mais que je n'avais jamais vu, et je me disais bon, je crois qu'il a des bonnes critiques, donc et il y a eu deux autres films après, donc en général c'est que quand il y a des suites, c'est que le premier a eu un minimum de succès. Donc voilà, je me suis dit autant aller là-dessus, sachant qu'on a une petite sélection de différents pays là sur les trois films, donc c'est cool, parce que donc c'est un film thaïlandais et on n'aura pas non plus tous les jours des films thaïlandais, donc ça change un peu. Et je dirais que c'est un peu comme le premier qu'on a évoqué, donc Le baiser mortel du dragon.
mais en mieux. J'ai quand même passé un meilleur moment devant celui-là. Sachant que le côté combat là est vraiment plus mis en avant parce que c'est vrai que dans le baiser mortel du dragon il y a le fait que Jet Li est un flic, donc flic chinois, donc il sait se battre et tout, mais là c'est vrai que le combat est très important dans le film Hong Bak puisqu'il y a des combats clandestins et tout, donc le Muay Thai est très mis en avant dans le film. Donc voilà, c'est pareil, il y a un petit scénario qui sert à lier un peu différentes scènes pour faire une petite histoire. Mais voilà, c'est juste un gars qui va chercher un objet et pour le ramener à son village. Et du coup, il rencontre plein de péripéties et de gens avec qui il va se battre pendant le film. Mais du coup, j'ai bien aimé. C'est un gros 6, je pense, un 6,5. 12, 13, je pense, un truc comme ça. Malgré quelques longueurs, alors c'est pas vraiment des longueurs, genre il n'y a pas un gros ventre mou dans le film où il y a un moment qui sert à rien ou quoi. C'est juste, alors je pense que c'est plus une question de montage, j'ai trouvé, notamment au niveau des montages et des combats et tout. Je trouve qu'il y a des fois des petites. Des secondes ou des microsecondes qui sont un peu trop longues ou des cuts qui viennent vraiment, je trouve que dans le rythme il y a des fois des petits trucs comme ça où tu te dis bah t'aurais pu cutter un peu avant, et là c'est vrai que le film fait 1h48, un truc comme ça, et je pense que c'est vraiment plein de petites scènes que tu peux raccourcir pour avoir un film à 1h30, un peu plus, un truc comme ça. Mais là voilà, c'est pas genre une grosse partie du film qu'il faut enlever, c'est plein de scènes j'ai trouvé qui étaient un peu longues. Je pense notamment à la scène où il y a toute une course-poursuite avec des tricycles là, des espèces de taxis de là-bas. Et je trouve cette scène un peu longue à la fin. Alors, au début, c'est cool parce qu'il y a plein d'acrobaties et tout. Et puis à la fin, elle continue et du coup, c'est moins intéressant parce qu'il se passe moins de trucs et tout. Et voilà, il y a plein de scènes comme ça. Enfin, il y en a plusieurs où je me dis, ouais, c'est un peu long. Mais voilà, beaucoup de ralentis. Alors, oui, c'est un truc que je me suis dit, ça. Au niveau du rythme du film, pareil, au niveau des combats, je me dis, mettre autant de ralentis dans des combats, je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'il y a un côté stylé dans les ralentis quand on met quelques-uns, mais là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ça m'a rappelé beaucoup le style de. Les styles de films de combat de Van Damme, en fait. Ce côté ralenti. Ouais, voilà. C'est vraiment. Il y a les ralentis, et il y a un autre truc où je me suis dit, le réal aime vraiment beaucoup ça. Et ça fait presque un peu cache-misère parce que tu sens qu'il a trouvé un effet un peu stylé. Il l'utilise pendant tout le film. C'est les double cut. Là. Enfin, je sais pas comment on dit, mais du coup, il y a une scène et hop, cut, et tu revois la scène au ralenti ou d'un autre point de vue. Et ça le fait souvent. Et pareil, je trouve que ça casse un peu le rythme du combat. Sachant que je trouve que les combats, ça dépend. Il y en a justement sur la fin où il affronte un peu le boss face à qui il a perdu dans le combat, le vrai combat sur le ring, quoi. Où là c'est un peu plus péchu, c'est un peu plus rapide et tout. Mais c'est vrai qu'en général les combats sont pas forcément très vifs. Alors c'est pas forcément dérangeant, mais voilà, c'est un peu à cause du montage que tu sens le côté lent, je trouve, sur certains combats. Mais voilà, sinon j'ai passé un bon moment dans le sens où j'ai vu ce à quoi ce que j'attendais, quoi. Je m'attendais. Enfin, je voulais voir un film de combat. J'ai vu un film de combat qui, comme disait Guillaume, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je n'ai pas été déçu, quoi. Voilà. Donc j'attends de voir votre avis. Bah moi du coup je l'avais déjà vu à sa sortie à l'époque, je l'avais alors pas au cinéma mais je l'avais loué au Vidéo Futur, vraiment quand il venait de sortir parce que justement c'était avec mon père, je vivais avec lui à ce moment-là et on se disait oh, putain ce film a l'air trop bien, l'affiche elle est incroyable, il faut qu'on voit ce film, quoi. Et en effet on avait adoré ce film. C'est vrai que je te coupe juste parce que je trouve l'affiche très stylée et c'est une des raisons où je me suis dit j'aimerais voir ce film un jour. Je trouve l'affiche très stylée, mais je trouve qu'elle est. Ouais, je finirai en disant que l'affiche est plus stylée que le film, je trouve. Enfin, j'ai l'impression qu'elle vend plus que le film, quoi. Elle vend plus du rêve que le film. Je suis d'accord. Ouais, nous sommes tous d'accord, mais le truc c'est que ce film, moi j'avais adoré avec mon père, on disait putain il est trop bien et tout. Et parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de film aussi qui bastonne comme ça, etc. Et il me tardait de le revoir. Parce que j'ai vu le 2 il n'y a pas longtemps. Et j'avais été très étonné par le 2. Parce que le 2 se passe au 15e siècle, un truc comme ça. Donc c'est vraiment dans le passé. Quand on sait que Hong Bak, c'est le nom de leur divinité, ça va.
Je veux dire, je veux bien accepter que tant que ça se passe dans le même village avec les mêmes divinités et tout, il n'y a aucun souci, quoi. Mais par contre, il y a toujours Tony Jaa qui joue dedans et qui joue en gros un ancêtre de lui, mais joué par lui-même, quoi. On est dans les visiteurs, les gars. Enfin bref, pourquoi pas, mais j'étais pas sûr du projet, quoi. Et le 2, j'avais pas trouvé ça fou, quoi. Je disais, bon, est-ce que j'ai très envie de revoir le 1 maintenant? Et le 1, merci, parce que j'étais curieux de me rappeler pourquoi ça se passait à l'ère moderne, celui-là. Alors pour de vrai, il n'y a pas vraiment de rapport. Mais voilà, il me tardait de le revoir. Je l'ai revu et j'ai un peu déchanté. Je vous avoue. Alors, j'ai eu le problème, c'est que maintenant je regarde tout en VO et celui-là, je l'ai revu en VF. Je sais que ça n'aide pas. J'ai galéré à trouver les sous-titres français aussi. C'est pour ça que je l'ai vu en VO sous-titré anglais. Ouais, je me suis un peu fait chier en fait. Je trouve très répétitif le film et c'est pour moi, tu parlais du rythme. Le rythme, c'est surtout la répétition des événements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il part du village et qu'il retrouve le gars, c'est tout le temps vas-y, on fait ça pour promis, je vais t'aider, mais d'abord on va gagner de l'argent. Hop, il fait le truc et tout, il l'arnaque une fois, puis il refait non mais c'est bon, allez, franchement cette fois-ci, ce serait bien que tu viennes, mais bon, c'est pas pour c'est vraiment pour t'aider qu'on fait ça, c'est pas pour gagner de l'argent. Il le refait une deuxième fois et il le refait une troisième fois. Je disais mais au bout d'un moment, c'est ça le film, c'est que allez, vas-y, viens, on revient combattre. Et hop, il repart. Allez, viens, on repart combattre. Et il revient. Je suis là, c'est long, bordel. Enfin, j'ai compris. Mettez un événement en plus. C'est. Tu parlais pour le baiser mortel du dragon du côté jeu vidéo. Et c'est vrai que celui-là, il y a un peu ce côté jeu vidéo, mais tu sais, les jeux vidéo justement qu'on trouve répétitifs. Je sais que par exemple, j'ai un exemple qui vient en tête, c'est Assassin's Creed. Ouais, enfin même le côté, je sais que le premier Assassin's Creed, c'est ce qui ressortait souvent. Il est bien, mais c'est toujours la même chose parce qu'on te dit, là tu es lui et tu vas tuer lui. Et après, tu as toujours un système un mode opératoire dans l'émission qui revient. Et là, c'est un peu ça. C'est vrai que dans le film, j'avais pas forcément vu ça comme ça, mais je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Et ça m'a un peu ennuyé. Et alors, les scènes de combat, pareil, je suis d'accord avec toi, elles sont trop longues. Mais trop longues, pas dans le bon sens. Et il y a des moments. Je me disais, ça commence à me fatiguer un petit peu. Ça aussi, à chaque scène de combat, j'étais comme toi en fait. C'est-à-dire qu'au début, je fais putain, ça c'est super stylé. Et après, ça s'essouffle quoi. Tu vois, c'est dommage, vous n'arrivez pas à tenir le rythme. On peut tenir le rythme sur une scène de combat longue, on en reparlera sur le troisième film. Mais là, ils n'ont pas réussi à le tenir. Et je trouve ça dommage, ça s'essoufflé. Ce qui fait que je me suis un peu presque ennuyé devant le film quoi. C'est pas mauvais, c'est pareil. Je pense que je suis sur un 5,5, 6, tu vois. Mais c'est pas non plus voilà, je l'ai pas trouvé ouf. Après, l'iconisation du personnage est assez bien faite. Comme tu parlais de ralenti, il y a des moments, il y a des ralentis pour l'iconiser. Genre il est en train de sauter et là il va te faire un truc comme ça et parce qu'il est au tout début on nous montre tous les coups qu'il sait faire en fait, toutes les prises et les katas quoi. Et du coup tu fais waouh, franchement c'est stylé. Tu sais que le gars quand il va se mettre à se battre, ça va tout défoncer. Moi, ce qui me tue aussi, c'est que tu es un prêtre qui dit je vais te transformer en machine à tuer. Par contre, interdit d'utiliser ça. Voilà. C'est pas bien de faire ça. Je sais que voilà. Je fais, mais pourquoi tu lui as appris tout ça? Bref. Sachant qu'il n'a pas trop de conviction parce que tu sens qu'au début du film, il est en mode non, mais on m'a dit de pas battre, alors je me bats pas. Et tu sens que assez vite, quand même, relativement vite, il est quand même en mode bon, ok, je lui pète la gueule. Et puis, ouais, c'est ça. Puis quand il pète la gueule, il pète la gueule. Quoi. Mais c'est ça, après, c'était déjà ça avec les films de Bruce Lee aussi. Bruce Lee, c'était souvent ça. On m'a appris qu'il fallait pas me battre avec mes arts martiaux. Bon, attends, vas-y, je te pète la gueule maintenant, parce que sinon, il n'y a pas de film. Oui, c'est là. Non, c'est là. Il y a un truc qui m'a fumé dans l'acteur, quoi. Enfin, le génie de cette. Enfin, de cet acrobate, parce que c'est vrai que c'est. Ah oui, c'est clairement un acrobate. J'ai jamais vu Tony Jaa, je sais qu'il est devenu, qu'il a tourné dans quelques films après et tout, notamment c'est dans un Fast and Furious que tu nous as envoyé la photo. Fast and Furious 7, ouais. C'est le 7, ouais. Mais la détente du gars est incroyable, vraiment, j'ai l'impression qu'il saute comme je marche, enfin, c'est aussi facile pour lui d'enjamber une voiture que moi de monter un escalier, enfin, c'est incroyable, il y a vraiment, tu sens que le mec vole, quoi, c'est vraiment, des fois il l'évite, et puis même c'est vrai qu'il y a des espèces de sauts qu'il fait où il atterrit avec... À quel point c'est truqué ça, je me rends pas compte, parce que j'ai pas l'impression que c'est truqué, parce qu'on dirait réellement qu'il a une vraie détente, souvent ça se sent le trucage, mais là... Ouais. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Notamment, je pense à Tigre et Dragon, où tu sens qu'ils sont. Non, oui, là, d'accord, mais là, c'est presque fait exprès. Mais moi, je pense à Jet Li, par exemple, dans le baiser mortel du dragon. Ça se sent, quoi.
dans Jet Li, dans le baiser de Myrtle du dragon, il y a un moment tu sens le câble, c'est le moment de la boule de billard. Il tape dans la boule de billard, il saute et il tape dans la boule de billard. Tu sens le câble là, tu te dis c'est impossible de faire cet effet là sans avoir été surélevé par autre chose quoi. Mais que là, en effet, tu sens que c'est une grenouille le mec. C'est vrai, je me dis, j'avoue qu'il est assez incroyable. Et même le mec marche sur des gens quand même. Hein. Il y a quand même cette scène incroyable où il y a une foule devant lui et il se dit je vais pas les contourner, je vais marcher sur eux. C'est quand même fou quoi. Donc ouais, c'est pour ce genre d'acrobatie. Là pour le coup, je trouvais qu'on parlait de Jet Li qui avait un côté un peu plus sec dans ses combats et tout. Et là, je reconnaissais un peu plus le côté un peu presque gag de Jackie Chan où justement il faisait plus des acrobaties presque un peu clownesques que vraiment des combats. Enfin, il se battait très bien évidemment. Mais là voilà, il mélange un peu ça, notamment dans la course-poursuite dans la ville où le mec enjambe des voitures comme ça en faisant des grands écarts et tout. C'est fou quoi. Donc, mais autre truc justement dans les combats, ces fameux cuts là qui font des doubles scènes. Des fois, il y a genre, il fait un saut, genre il fait un coup de pied où il vole et puis il atterrit le genou dans la tête du gars et tout. Et il y a toujours ce petit moment où la scène est presque trop longue dans le sens où tu le vois atterrir et il y a presque une microseconde de où il est là, tu sais, il atterrit et plutôt que de cutter un peu avant, tu sais, pour que ça continue et que ce soit plus fluide, il y a toujours des petites microsecondes dans plusieurs scènes du film où tu te dis t'aurais pu cutter un peu avant. Enfin, je sais que j'ai fait très peu de montage, mais j'en ai fait un peu et je sais que c'est toujours le truc très difficile de cutter vraiment à la bonne frame presque. Là on en est là quoi. Et voilà, mais des fois c'est important dans ce truc c'est pas grand chose, hein, mais je l'ai senti sur le rythme des combats dans des trucs comme ça, quoi. Surtout au niveau des ralentis et des doubles scènes. Guillaume. Moi j'ai mis 3 au film. Oh merde. Je me suis horriblement ennuyé devant ce film, malheureusement. J'en avais déjà entendu parler, alors je m'étais pas survendu, hein, attention. Je me disais pas que ça allait être un chef-d'œuvre. Je m'attendais pas non plus à ce que ce soit une bouse. Mais c'est vrai que le gros problème du film, c'est le rythme. Et il se passe rien. Je me suis ennuyé pendant tout le film. J'ai trouvé les combats vraiment pas intéressants. Vraiment pas... Ils sont plus ou moins bien chorégraphiés. Mais vraiment, je me suis ennuyé. Et ce que vous dites depuis le début, je suis tout à fait d'accord. Les scènes sont trop longues. Tous les plans sont trop longs. J'ai l'impression d'être devant The Handmaid's Tale. Il y a plein de moments où je me suis dit putain mais c'est interminable, genre la course en tuk-tuk là ou je sais pas trop quoi en voiture, c'était interminable, j'en pouvais plus. Les scènes de combat je les trouvais pas du tout intenses, j'ai l'impression qu'il y avait aucun enjeu parce qu'il y a... Alors il se bat très bien, Tony Jaa, c'est ça qui s'appelle ? Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est comme ça qu'il s'appelle. Mais lui, enfin, tu sens en fait heureusement qu'il est là parce qu'il est assez charismatique et comme vous dites, il court très bien, il saute très bien. Enfin voilà, c'est vraiment le traceur un peu. Il fait du parcours. Tu sens le mec chewing-gum qui peut se faufiler partout, qui sait très bien se battre, tout ça. Mais le gros problème, c'est tout ce qui est... c'est pas vraiment mise en scène, mais c'est réalisation, en fait, montage, tout ça. Et la scène de course-poursuite où il se fait poursuivre par plein de mecs et puis il court dans la rue là, avec les acteurs. Mon Dieu, le jeu d'acteurs, genre là... Ouais, le acteur est très mauvais. La fille, au début, quand il sort dans la rue et je crois que c'est une fille qui se fait emmerder, c'est ça ? Et il vient pour l'aider et puis elle est là à l'embrouiller, à gueuler en thaïlandais et elle joue comme un pied. La fille en question là, c'est un des persos principaux, mais c'est un peu la fille qu'on voit le plus dans le film. Elle a une voix insupportable et c'est rare sont les films que je regrette je suis pas forcément un pro VO. Mais là, je sais que sur les films asiatiques, des fois, la VF, elle pique un peu. Mais là, j'étais à 2 doigts de télécharger la VF parce que la voix de la meuf est vraiment insupportable, quoi. Une espèce de voix nasillarde, quoi. Une voix de crécelle, c'est horrible. Et surtout, elle ne parle qu'en hurlant pendant tout le film. Donc c'est très, très bizarre. Et la scène de poursuite, vraiment, c'est... Et puis, surtout, ce qui m'énerve, c'est le côté, il est en train de s'enfuir et tu sais, c'est le genre de truc où... tu vas courir et au lieu de sauter, comme vous dites, en mode saut de haie par-dessus une rambarde, il va sauter dessus et ensuite faire un salto avant, tu sais, et partir. Et t'es là, genre,
Enfin, c'est pas vraiment un exemple parce que je me souviens plus s'il fait vraiment ça dans le film, mais j'ai ressenti. Bah en fait, il y a pas mal de scènes où c'est ce qu'on disait, c'est chorégraphié, mais genre un peu poussé dans le sens où c'est beau à voir, mais Oui, mais tu te c'est dis, ça, oui, tu fais vois. pas ça dans Au la lieu de vraie vie, courir quoi. tout droit, il va aller. C'est un peu grimper comme les sur un comédies musicales en échafaudage et fait. puis se jeter, enfin. Faut accepter. Ouais, il y a Ouais, un mais- peu de ça, ouais. Le problème, c'est que enfin, je sais pas, comédie musicale, j'arrive plus à rentrer dans le truc, alors que là, tu vois, il y a. En fait, parce que. Il n'y a pas vraiment d'enjeu dans les comédies musicales. La La Land, au début, tout le monde qui sort de sa voiture, qui se met à danser, ok. Le problème, c'est que là, le mec se fait poursuivre par 40 personnes, et au lieu de courir tout droit, il va monter un échafaudage, et puis ensuite faire un saut de chat, pour ensuite faire un salto arrière, etc. Et puis les autres, ils sont là genre, tu sais, ils restent sur place, mais ils bougent les bras un peu genre, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, oh mon dieu, vas-y, On je a vais envie dans au jeu mettre à vidéo. courir. Enfin, c'est vraiment, Ça fait nous, vraiment on danse PNJ dans de le jeu fond, vidéo. voilà, tu sais, Là, en tous fait, ces on est clichés dans le un peu. RPG, ouais, c'est ça. Le tour par tour. Et, voilà, tu parlais d'Assassin's Creed, c'est un peu ça. Tu te bats avec un gars et tous les autres ils attendent genre derrière, t'en tues un et puis il y en a un autre qui fait c'est mon numéro, j'y vais, hop, voilà, je me fais tuer à mon tour. Et ouais, franchement, c'était long. Et c'est un truc que je voulais dire aussi parce que tu as commencé à parler des acteurs et c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle de l'acteur parce que c'est vrai que Tolija est très très bon, enfin très bon dans ce qu'il fait. C'est pas un acteur Oscar forcément, mais le truc c'est que c'est un peu le problème aussi, c'est que c'est un peu le seul qui sait vraiment se battre et où c'est parce qu'il y a des films de baston où genre tous les persos savent se battre et du coup il se bat avec le perso principal se bat avec n'importe qui. Ça va avoir il va y avoir des scènes stylées. Là, les autres savent se battre un peu parce qu'il y a un minimum de répondants et tout, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le seul qui est vraiment stylé quand il se bat et tout, parce que c'est vrai que même quand il y a les combats clandestins, là aussi encore une fois il y a un peu ce côté jeu de combat où il y a un peu différents stéréotypes de bagarreurs un peu caricaturaux et tout, mais c'est vrai que même quand il y a les combats clandestins, à part lui, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sortent du lot, mais c'est vrai qu'à la fin, il y en a un qui ne se bat pas. C'est-à-dire qu'il prend des tables et il lui jette dans la gueule. C'est pas un combat, c'est pas un sport de combat de jeter des chaises dans la tête des gens. Et le mec défonce tout le bar où ça se passe, là, le lieu. C'était chiant, ce moment. Ah oui, c'était interminable. Mais ouais, ça, c'est vraiment là qu'on parle de trucs de répétitifs ou quoi. Et c'est vrai que c'est trop long parce que tu utilises une table ou quoi, tu sais, pour mettre un peu de peps dans le combat. Là, le mec fait que ça. Il voit une table, il balance. Mais surtout, c'est le truc classique de la grosse brute grand baraqué contre le petit. Ah ouais, c'est ça. Sauf que le perso que tu viens de voir juste avant, bah, c'était le même. Enfin, l'espèce d'américain cliché aussi avec les cheveux longs là, qui parle en anglais. Bah, c'est le même style, enfin, c'est juste un gars qui met des grosses patates de bourrin et du coup il n'y a même pas de truc où tu te dis putain il utilise tu vois, je pense notamment à Bloodsport, tu vois, où genre c'est cliché mais tous les persos ont un peu leur style à eux, tu vois, de combat et tout, un peu comme justement dans un Street Fighter ou un truc de combat un peu classique en jeu vidéo, mais là il n'y a même pas ça quoi, je veux dire, à part lui il n'y a personne qui sort du lot quoi, c'est dommage. Ouais, ben je suis d'accord. On va voir si le troisième film relève. Ah pardon, t'as pas fini. Je finis un peu parce que non, j'ai pas fini de cracher sur le film. J'ai trouvé que ça commençait bien le délire. On nous a volé ça. S'il te plaît, va à la capitale, nous aider, etc. Tu es l'envoyé du village, etc. Mais j'ai commencé un peu à avoir peur. Et il y a un truc qui m'a beaucoup dérangé aussi, c'est ce côté un peu monochrome jaune pendant tout le film, cette espèce de filtre qu'il y a devant l'image, un peu jaunâtre. Et vraiment, ça c'est un peu. Je trouve que ça m'a. Je trouve que c'est de ça dont je parlais quand je parlais de l'affiche. Je trouve que l'affiche est. Enfin, j'ai l'impression que la promo a été faite avec des trucs super flamboyants, super lumineux et tout. Enfin, l'affiche, il y a du orange en fond, il y a du jaune et tout, ça pète. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert le film la première fois, je me suis dit ouais, c'est assez terne hein, mais c'est ça, contrairement à l'affiche, c'est vrai que c'est terne et ça manque de vie en fait. C'est un film assez qui est pas très chaleureux et en fait c'est ça qui est terrible, c'est que t'as l'impression de j'ai vraiment eu cette impression de regarder un mec qui faisait son premier film. J'ai un peu l'impression que c'était genre un film étudiant, tu vois, le truc. Genre et c'est pour ça, tu vois, enfin c'est horrible, hein, ça fait un peu prétentieux de dire ça et tout, mais tu sens voilà que le cinéma thaïlandais c'est un peu la misère quoi, qu'ils ont pas vraiment de culture cinématographique là-bas et qu'ils ont un peu fait un film avec les moyens du bord en essayant de s'inspirer de trucs et tout, mais voilà, ça marche pas des masses et ouais, honnêtement, surtout je trouve qu'il y a un énorme manque de rythme. Je trouve la scène finale pas du tout intéressante, pas du tout prenante, enfin les enjeux m'intéressent pas du tout.
Et ouais, je me suis vraiment ennuyé pendant tout le long, et j'avais qu'une envie, c'était que ça se finisse. Et les décors, pareil, je les ai trouvés vraiment Ouais. parfaitement insipides. Ouais, le rythme aussi, entre scènes de combat et scènes chiantes de dialogue et tout, ça allait pas du tout. Enfin ouais, vraiment, j'ai pas passé un bon moment. Et je sais, ouais. Alors, pour info, je suis c'est un le peu 3e déçu. film du réal, hein. Je me disais peut-être que c'est son premier aussi, parce que je suis d'accord avec toi. C'est son 3e film. Voilà. Mais, Après, bon, c'est pas il a énorme il non a plus, pas hein, fait ça. 3 films, mais bon, bah c'est. Non, oui, carrément. Enfin voilà quoi, et ouais, je sais que j'en ai entendu beaucoup de bien de ce film. Alors peut-être que je me l'étais un chouïa survendu, mais franchement, honnêtement, non, hein, j'y suis allé sans a priori, ce film. Et ouais, je me suis C'est vrai que je vraiment, m'attendais à mieux aussi, hein. je me suis vraiment pris une clim, quoi, et ça m'a pas. Ouais, ça m'a pas mal déçu, parce que bah ouais, j'ai largement préféré Le baiser mortel du dragon, par exemple, à ce film. Et je comprends, voilà, en fait, c'est un film un peu stylisé. Donc, moi, je suis pas rentré dedans, donc c'est pour ça que je mets une note aussi basse, mais je trouve quand même aussi qu'il y a un gros manque enfin, je sais pas, de qualité au film, on va dire, et qu'il y a des gros problèmes au niveau du rythme, au niveau du scénario, même au niveau de l'image, et puis du jeu d'acteur, tout ça, voilà, il y a quand même des gros défauts au film. Alors, voilà, c'est pas une bouse finie non plus, mais franchement, ouais, il y a quand même beaucoup de progrès à faire, quoi. Donc, ouais, Ok. c'est vrai que j'ai pas passé un très bon moment, voilà. Et ben tu peux enchaîner donc avec ton film. Alors, bah oui, c'est aussi pour ça, c'est ça le problème, c'est que bah, moi, j'ai choisi un de mes films préférés, enfin un de mes films de combat préférés, bah, sûrement mon film de combat préféré, mais surtout un de mes films préférés tout court. Il doit être dans le top 50 facile, et on peut se dire que top 50 c'est énorme, mais en vrai bah, c'est pas tant que ça, hein, parce qu'il y a quand même Ouais, bien sûr. beaucoup de films. J'ai choisi The Raid 2, donc The Raid The Birendal, je crois c'est le titre, qui est donc un film indonésien. Donc on a fait film franco-chinois, film thaïlandais et film indonésien, qui doit être, bah voilà, le 1 et le 2 sont sûrement les deux seuls films indonésiens que j'ai vus de ma vie. Ah bah non, avec un autre du réalisateur avec les mêmes acteurs qui s'appelle Headshot, que j'ai vu aussi, qui est une espèce de repompe de Kill Bill sans aucune honte. Et en fait, bah voilà, The Raid 2, donc c'est la suite, on va dire, de The Raid 1, mais on sent clairement que le réalisateur, il a fait le film The Raid 1, il a vu que ça avait eu beaucoup de succès, et il s'est dit, bah tu sais quoi, j'ai plus d'argent et tout, je vais me faire vraiment plaisir avec un deuxième film, mais en fait c'est le genre de suite qui n'était pas du tout prévu à la base, et où en fait il se débarrasse de tous les personnages du 1, sauf du héros, et il va étroitement relier le deuxième film au premier, pour faire un film. Donc en fait c'est un peu un film à part entière, c'est pas vraiment une suite. Et bah, du coup donc dans le premier film, voilà, c'est une équipe d'intervention du raid, on va dire, qui va faire un raid. Disons qu'il y a beaucoup de raids hein, dans cette phrase. Ouais, c'est le SWAT indonésien, on va dire, qui va faire un raid sur un immeuble pour capturer un trafiquant de drogue. C'est un truc tout simple. Et le deuxième film, c'est en fait le flic principal qu'on suit dans le premier, qui, en fait, en arrêtant le baron de la drogue dans le premier film, s'est mis dans de sales draps. Et s'il veut s'en sortir sans avoir de séquelles, lui qui vient d'avoir une petite fille qui est mariée qui est jeune mariée avec sa copine, s'il veut avoir une chance de les retrouver, etc., il va devoir s'enfoncer en fait dans la mafia et devenir une sorte d'agent infiltré. Et bah ouais, c'est ça, en fait, un agent double qui va infiltrer la mafia pour essayer de faire tomber tout le réseau. Et grâce à la police, et en fait bah, il va le faire tout seul parce qu'à la fin il va vraiment plus en pouvoir, et c'est justement une des qualités que je trouve au film, c'est qu'il va à la fin juste il en peut plus de jouer selon les règles. Il va se dire bah tu sais quoi, nique sa race, je vais buter tout le monde moi-même, et puis ce sera très bien ainsi, j'en peux plus. Et bah voilà, il va mettre fin à tout ce réseau. Bon alors évidemment c'est pas très crédible, mais je trouve ce film absolument fabuleux, j'adore. C'est alors le scénario, c'est un peu du vu et revu, mais c'est toujours sympa parce que c'est le genre de scénario en fait où c'est intéressant de le voir avec dans l'aspect film de combat. Si vous voulez, le scénario c'est un peu comme celui d'Avatar finalement, le mec qui, bon non pas vraiment en fait, mais qui va infiltrer un groupe. Et qui en même temps va s'attacher un peu, mais bon bah là contrairement à Avatar, c'est pour ça que je dis que ça ressemble pas tant que ça, il va avoir envie de les buter au lieu de rester avec eux. Mais voilà, le scénario d'Avatar, ça a souvent été dit, c'est un film un peu bateau le scénario, mais évidemment ce qui change c'est que ça se passe sur une planète différente avec une race complètement différente. Enfin voilà, c'est ça qui change. Et là je trouve que The Raid 2,
C'est la même chose, et le scénario, même s'il est assez léger, me dérange pas du tout, surtout que c'est assez original de voir ces histoires de mafia indonésienne qui visiblement se fait un peu marcher dessus par les yakuza et la mafia japonaise aussi. Et ouais, bah tout simplement, j'adore ce film. C'est un excellent film d'action, la réalisation est excellente, la mise en scène est magnifique. Alors il est assez long, il fait 2h30, mais c'est toujours 2h30 de bonheur pour moi. Alors le seul petit point noir que j'aurais à dire au film, c'est que parfois il y a peut-être des moments un peu de manque de rythme, on va dire, des scènes un peu longues en ce qui concerne pas la bagarre. En revanche, pour tout ce qui touche à la bagarre dans ce film, je trouve que c'est absolument excellent. Les chorégraphies sont magnifiques, les musiques sont géniales. Il y a la sarabande de Handel, un moment quand le mec là, sort de la boîte de nuit dans la neige et qui finit de buter tous les gars et qui se mange un des hommes de main du grand méchant et qui finit par le tuer avec la musique, voilà, au clavecin. Bon, je sais plus le nom de l'instrument. Mais bah c'est vraiment magnifique, toute cette scène, la musique, la réalisation, j'adore. Et que dire de la fin, que je trouve absolument géniale. Après une course-poursuite en voiture vraiment haletante, que je trouve excellente, c'est vraiment une scène bourrée d'action. Le héros va décider de s'en prendre à toute l'organisation tout seul, et c'est là que je te rejoins avec le baiser mortel du dragon. Ça va être comme la fin d'un jeu vidéo où tu vas affronter cette fois-ci plusieurs boss un à un. D'abord il y a tous les petits hommes de main qu'il va déglinguer dans le garage. Après il va tomber sur les deux tueurs, l'un à la batte de baseball et l'autre la meuf avec des marteaux. Enfin, c'est vraiment hallucinant, je trouve cette scène incroyable, la scène de chorégraphie entre les deux. Ça fait très manga, je trouve. C'est des personnages très marqués comme ça fait très manga. Ah bah ouais, tu sens un peu comment on dit, l'inspiration quoi du réalisateur, parce que oui, c'est un réalisateur gallois qui s'appelle Gareth Evans qui a réalisé les films, hein. C'est pas un réalisateur indonésien. Mais on sent que voilà, il a vraiment grandi avec le cinéma asiatique et qu'il a voulu se faire plaisir et rendre honneur à ce cinéma-là. Et ouais, bah, la scène de combat avec les deux tueurs là, je la trouve géniale. Un peu, ça m'a fait penser au baiser mortel du dragon quand il tue le premier jumeau et que l'autre il est quoi, non, tu t'as tué mon frère jumeau, et qui vient pour aller le péter la gueule à la fin, et du coup tu sens toute la rage du gars. Bah là c'est exactement la même chose avec ces deux tueurs, avec le mec à la batte de baseball quand il voit sa copine, alors je sais pas si c'est sa sœur, sa copine, j'en sais rien, se faire tuer sous ses yeux, et tu sens toute la rage, la fureur, et c'est vraiment super bien filmé, et en fait tu ressens les émotions à travers la bagarre, et c'est ce que j'adore dans ce film. Et pour moi je pense c'est le meilleur film de bagarre que j'ai eu de ma vie, de combat. C'est que tu ressens de l'émotion. Il y a énormément de choses qui sont dites à travers les combats et la bagarre, et notamment avec le combat dans la cuisine, qui est le plus emblématique du film, et qui, selon moi, est la meilleure scène de combat de l'histoire du cinéma, enfin en tout cas que j'ai vu, que je trouve absolument génial. C'est une scène de combat qui dure 9 minutes et quelques, et qui est absolument géniale, où le héros combat le dernier homme de main, qui est quasiment son égal, et ils se battent, et le combat raconte vraiment une histoire. C'est-à-dire que ça a commencé dans le respect, ils vont commencer à s'affronter un à un à main nue. Au début, le méchant va avoir le dessus sur le héros. Petit à petit, le héros va commencer à mieux s'en sortir et à lui péter la gueule, vraiment lui péter la gueule. Quand il voit qu'il est en train de perdre aux mains nues, le méchant va sortir ses deux petites lames là, ces deux petits mini cimetères là, je sais pas comment ça s'appelle, c'est les trucs de Counter Strike là, c'est un nom genre Katagami, je sais plus, Kuro, bon bref, je sais plus comment ça s'appelle. Il va sortir ces deux petites lames, et ça va recommencer. Le héros va perdre au début le combat contre les lames, et puis petit à petit ça va redevenir un équilibre, et finalement il va récupérer une des lames, et c'est lui qui va finir, carambite, voilà c'est ça, il va finir par achever le méchant. Et je trouve cette scène magnifique, et comment elle se termine quand il finit par égorger l'homme de main là, et que ce mec il finit par mourir sur son épaule. Ce plan je le trouve génial, où t'as le héros qui en peut plus, tu sens tout le désespoir et l'épuisement total dans ses yeux, avec le cadavre qui glisse un peu de son épaule, et lui qui bouge plus, et il se dit enfin voilà c'est terminé, et il va pour buter le méchant après ça, donc assez facilement.
Et ouais, j'adore évidemment cette scène, c'est la plus marquante du film, avec la scène de combat dans la prison, que je trouve absolument géniale et Dans la boue, incroyable. Dans la boue, ouais, elle est incroyable. Alors, à chaque fois, ça me fait penser à l'épreuve de Fort Boyard, c'est nul à chier, mais à chaque fois, ça me fait penser à ça. Mais ouais, je trouve ce film génial parce que c'est ce qu'on disait, c'est un film de baston, mais avec énormément d'efforts derrière au niveau de la mise en scène, de la réalisation. Et du coup, ça donne un film excellent, en fait. Et c'est pour ça, c'est un film que j'adore. J'avais vu le premier, j'avais adoré, même si je trouvais qu'il y avait un côté un peu amateur dans le premier film. Et voilà, que c'était un côté pas forcément bien rythmé. Et tu sentais, voilà, plus le côté un peu modestie du projet, quoi. Là, dans le 2, il s'est vraiment appliqué, il a mis les formes. Et je le trouve vraiment fantastique, ce film. Voilà, j'ai fini ce laïus, donc je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié. Benjamin. Vas-y, Michael. Non, parce que je vais rebondir sur peut-être ce que tu dis aussi, parce que moi, c'est vrai que je ne l'ai pas revu pour le podcast. J'ai pas grand chose à dire pour de vrai. Alors, moi, faut savoir que oui, tu parlais d'un film de 2h30. Il y a des moments, en effet, dans les scènes qui ne sont pas d'action, j'ai ressenti ces petites longueurs. J'avais bien aimé le premier. Je pense que c'est un film où j'avais mis 8 sur 10 facile. Je pense que le 2, j'ai quand même beaucoup hésité entre un 9,5 et un 10. Tellement c'est incroyable en fait. C'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie et un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Je suis d'accord avec toi tout le long en fait. Tout ce que tu as dit, j'avais des étoiles plein les yeux parce que je me disais mais oui, il me tardait d'en parler en fait et juste d'exalter avec toi et de t'entendre t'exalter à ma place, c'était merveilleux en fait parce que c'est exactement ça en fait ce film. Il n'y a pas un moment je me dis mais ce film n'est pas là pour rien quoi. Comme tu dis, il balaye un peu le premier. Mais pour dire, je vais devenir un autre film à part entière. Mais oui, mais donne-moi tout ça. Les plans de caméra. Moi qui adore ça. Mais alors, moi qui adore les mecs qui jouent avec la caméra, là, tu sais que quand tu retournes quelqu'un, eh ben, la caméra se retourne, quoi. Vraiment, ça fait comme ça. Je fais oh. Et voilà. Et ça, il s'amuse plein de fois avec ça. Il n'y a pas un seul plan qui n'est pas bien chorégraphié. Et pas. Tout est brillant, en fait. Tout est calculé au poil de cul près. Et comme tu dis. Il y arrive, même dans la scène de la prison, c'est clairement une scène de combat ultra chaotique. C'est chaotique. Et ben il te filme ça comme si il savait exactement ce qu'il fallait faire, à quel moment. Tu fais comment t'as géré ça? Comment t'as pu gérer aussi bien un tel chaos pour que ce soit propre en fait? Et c'est ça tout le long ce film en fait. Ce film, il y a toutes les scènes et sont fabuleuses. Je meurs d'envie de le revoir en fait. C'est un truc de fou. Non, et alors comme je disais, j'hésite avec ce 9,5 parce que je ressens les longueurs. Je sais pas si je peux dire que je peux aller jusqu'à 10, tu vois. Mais pour vrai, je m'en fous. Pour moi, c'est un 9,5 parce que 10, c'est vraiment les films que j'adore, qui sont parfaits à mes yeux. Il y en a très peu. Et lui, pour moi, c'est un 19, tu vois. C'est un 9,5. C'est ça. Il est trop bien. En fait, voilà, c'est ça. Il est excellent. C'est pour ça que j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que tu as dit, parce que tu as tout dit, en fait. Tu as tout dit, c'est juste merveilleux et je conseille. Et j'avais peur parce que de l'effet un peu. Tout le monde l'encense. Et il y a beaucoup de monde, je sais que Benjamin, voilà, on verra, on en reparlera, mais il est un peu un contre-courant. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est mieux que le 1. Énormément de gens disent c'est ça. Et je disais, le 1 est déjà bien, on verra, mais ça m'étonnerait que le 2 soit aussi bien, quoi. Ou au moins aussi bien. Eh bien non, je suis d'accord, il est mieux abouti. Tout est mieux abouti, en fait. Ouais, ils lui ont donné le titre The Raid 2. Mais en fait, c'est pas vraiment une suite, c'est ce que je disais. Il a juste voulu faire un autre film. Alors oui, c'est le même acteur principal. Et il y a un The Raid 3 dans les il l'appelle pas The Raid 2 alors. Benjamin va faire tout son argumentaire sur ça. Oui, je pense. Mais il y a aussi un plan. C'est quoi que tu reproches à ce film? Ça s'appelle The Raid 2. Mais il y a un truc que j'ai adoré, c'est la réalisation très épurée. Genre, le film commence sur un plan d'ensemble de la campagne. Tout se passe dans le coin droit de l'écran. Où tu vois des voitures s'arrêter, un mec descendre, se faire mettre à genoux devant une tombe, des gars arriver et le buter, et les voitures repartent. Et c'est un plan fixe qui dure genre 2 minutes, t'as toute l'action qui se passe, et je trouve que ça donne vraiment le ton du film. Et plein de fois, il y a cette réalisation et ce montage qui est assez calme, je trouve. C'est ça, exactement. On parlait tout à l'heure de cut et de surcutage. Voilà. Ce film-là, quand il veut prendre son temps, s'il veut te faire 2 minutes de plan, la caméra se balade, mais 2 minutes sans cut,
il se permet de faire 2 minutes sans cut. Il sait exactement quoi faire. Peut-être pas C'est 2 trop bien. minutes, parce que 2 J'exagère, minutes, c'est mais... Mais oui, il y a plein de Mais moments. voilà. Et même à la fin, bon, il y a des scènes où ça cut, mais c'est parfait en fait. Et oui, t'en parlais dans Hong Bak, moi c'est un truc que je déteste dans les films, c'est les multicams en fait. Et le mec est tellement content d'avoir fait les plans multicam qu'il te répète les plans. Donc tu vois un mec se prendre un coup de pied retourné et faire un triple salto arrière, et tu vas le voir 3 fois s'envoler et faire le salto. Souvent c'est avec les accidents de voiture aussi. Tu as une voiture hop, qui fait un tonneau et on va te le montrer sous plein d'angles différents. Là, ce que j'adore, notamment pendant la course-poursuite en voiture, qui est géniale, là où il prend le motard et il lui vide un chargeur de pistolet mitraillette dans le casque, t'es là, oui, mets une grenade dedans tant que t'y es, tu vois. Et c'est génial, c'est que... Alors, je crois que c'est le seul moment du film où il y a ça. Je crois qu'on voit 2 fois la voiture quand elle roule et qu'elle emporte sur le talus au milieu. Je crois qu'il y a un peu ça. Mais très souvent dans ce film... C'est ça que je trouve fascinant, c'est la propreté des chorégraphies, notamment dans le combat de la cuisine, parce que des fois les plans coupent, ça coupe parfaitement, et ça peut pas être du multicam, parce que la caméra elle fait que tourner, donc tu sais très bien que les équipes derrière, elles doivent être au cordeau, elles doivent être en train de courir pour pas se faire voir dans la caméra et tout, donc tu sais qu'il n'y a pas plusieurs caméras, ou alors elles sont très très bien dissimulées, et il y a un travail énorme de mouvement des équipes pour pas se faire voir dans le plan d'après, mais il y a plein de moments où tu vas voir vraiment les coups ultra réalistes, parce qu'en plus c'est un truc que j'aime bien dans les films de combat, c'est quand il y a du sang, et c'est ça que je reproche au film avec Jet Li, c'est il y a de la poussière qui sort de tes vêtements, c'est tout, tu les as pas lavés depuis 3 ans quoi. Mais là il y a vraiment des coups de poing, t'as du sang à la fin, enfin la cuisine qui est maculée de sang, tu vois, la cuisine parfaite toute blanche qui se retrouve maculée de sang, c'est ça que j'aime beaucoup. Et les cuts qu'il y a quand tu vas voir ils vont se mettre plein de coups de poing et la caméra va changer pendant le combat, mais c'est parfait. Et tu ne te rends pas compte enfin, t'as l'impression que ça a été filmé, mais au même moment en fait, tellement les chorégraphies sont parfaitement exécutées. Et pareil dans la discothèque, c'est la même chose. Cette scène, je sais pas si vous avez reconnu d'ailleurs, c'est le même acteur que dans le 1. Ça m'avait perturbé parce que je l'ai reconnu et je comprenais pas. Non, je pas reconnu. En gros, dans le premier film, le plus dur à battre, là, le petit là, qui combat avec son frère dans une salle, à la fin qui se fait égorger par un néon d'ampoule, c'est le mec qui est dans la discothèque qui se fait tuer dans la neige. Là. C'est le même acteur. Et d'ailleurs, ce qui me perturbe encore plus, c'est qu'il a une Mais c'est pas avec lui qui se bat dans la cuisine à la fin? C'est pas celui du premier? Non. Non. Mais ce qui m'a perturbé, c'est que le gars qui se fait buter dans la neige, là, qui joue dans le premier film, j'ai l'impression qu'il a une cicatrice sur la gorge, donc ça voudrait dire que c'est le mec du premier qui a survécu. Enfin voilà, ça me paraît vraiment trop bizarre. Mais bon, bref. Et ouais, c'est ça que j'adore, c'est l'investissement qui a été mis dans le film pour faire un film crédible, en fait, tout simplement, et en même temps qui est un vrai spectacle. T'as envie de tout croire dans le film. Bon, évidemment, oui, il y a quelques scènes, enfin tu te dis, oui, un mec qui attaque 200 personnes à la fin dans l'entrepôt, oui, c'est sûr, c'est pas très crédible, mais je sais pas, le film arrive à rendre ça crédible en fait. Et c'est ça que j'admire beaucoup, c'est que c'est. Et puis c'est violent quoi. C'est un film de combat violent, genre ça fait du bien. Dans l'entrepôt, il y a un moment, il y a un gars, il lui met un coup de poing et il se mange. Enfin, je sais pas, il y a une sorte de marche et il se mange la tête dans un escalier en fer et après il tombe sur les côtes, sur la marche. Enfin, vraiment, il doit être cassé en deux, le gars. Et ouais, pareil, enfin la scène où il abat le gars à la batte de baseball, je la trouve incroyable aussi. Enfin, vraiment, ça va super vite et tu sais, t'es un peu comme un colérique devant ta télé, genre ouais, vas-y, tu sais, comme ça. Et tellement t'es à fond dans l'action, quoi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Je trouve ce film vraiment je suis incroyable. d'accord, et je disais à Benjamin, parce que lui, je lui avais un peu spoilé mon avis, et je lui disais, après un film comme ça me remet en question tous les films d'action que je vais voir maintenant, en fait. Je vais à chaque fois me dire, je m'ennuie presque, c'est insipide à côté, quoi. Faut pas rentrer dans ce travers, bien sûr, mais c'est vrai que tu te dis, mais là, il a tellement été parfait dans le film d'action, tu fais, mais comment tu peux faire mieux que ça maintenant? Ça, je suis faut pas chercher à faire mieux, évidemment, faut chercher à trouver autre chose. Aussi, une des raisons pour laquelle je vais pas mettre 10, c'est que une des choses qui fait que souvent les films qui ont 10 chez moi, c'est des films qui m'ont touché. Alors pas forcément touché, pleuré, mais qui souvent ont des personnages forts et des personnages qui m'ont vraiment bouleversé, on va dire. Ça va souvent être un point commun dans mes films à 10. Là, c'est vrai que là, évidemment, les personnages sont pas. Je suis d'accord avec toi, le côté que le héros, on sent sa fatigue, et ça, c'est touchant quand même. Il y a quand même ce côté, tu sens l'épuisement total à la fin. Et ça, tu t'attardes pas vraiment sur les sentiments du héros, les émotions. Et juste parce que je sais que ça va faire plaisir à Benjamin,
Petit fun fact, oui, le mec donc, qui se fait buter dans la neige et le gars qui le bute dans la neige, ces deux-là, donc le gars qui meurt dans la cuisine et le gars qui meurt dans la neige, là, C'est ce que tu veux ces dire. deux-là sont les deux Indonésiens qui combattent John Wick dans Parabellum, dans John Wick 3. Et qui sont là, c'est un honneur de vous combattre, monsieur Wick. Voilà. Ces deux mecs-là, ils jouent dans The Raid, les deux. Voilà. Ouais. Ok. Et voilà. Donc maintenant, je crois que c'est l'heure de la douche froide. Benjamin, à part dire que The Raid 2, c'est pas une suite à The Raid 1, hein, franchement. Voilà, qu'est-ce que je suis à dire? Non. En vrai, je trouve que The Raid 1 est très très bien. Et je vais m'arrêter là-dessus. Non, c'est pas vrai. Non, en vrai, j'aime beaucoup le 1, ça c'est pas une blague. C'est un gros 8, je crois, un truc comme ça. Que j'avais revu il y a pas longtemps justement parce que je voulais voir The Raid 2, que je croyais avoir vu. Mais en fait, ça c'est peut-être la faute à Guillaume qui m'a tellement montré les premières fois où on se voyait, il m'avait tellement montré sur YouTube la scène de la cuisine que mon cerveau avait intégré le fait que j'avais vu le film avec cette scène-là. Mais non, j'avais vu le 1 il y avait un petit moment. Et du coup, je sais que c'est dans sa fameuse chaîne YouTube dont il parle de ses scènes préférées. Du coup, il y a cette scène de la cuisine. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que quand tu parles quand j'ai vu cette vidéo et que tu parles du 2, je me suis dit, mais je suis pas sûr en fait de l'avoir vu le 2. Et donc, après, en me renseignant, je me suis dit, mais non, mais je me rappelle pas d'avoir vu un film The Raid qui n'est pas un raid en fait. Parce que moi, c'est ce que j'aime dans le film The Raid, c'est que c'est vraiment, là on est purement dans, et oui, je suis en train de parler du 1 plus que du 2, mais, non, mais je c'était comprends, prévu t'inquiète. depuis le début. Mais du coup, non, c'est vraiment ce que je trouve qu'on est vraiment dans le top de ce que je disais sur le film de baston, qui est un film de baston. C'est, voilà, tu enfermes des gars dans un immeuble, ils sont en bas, ils doivent aller en haut, et ils doivent battre tout, ils doivent tous s'entretuer. Et c'est ça pendant 1h30, et pas 2h30. Et c'est très bien parce que ça va droit au but, et ça, t'as 1h30, t'as une scène de baston qui dure 1h30 avec différentes personnes, avec des combats qui sont incroyables. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le 1 en fait, c'est ce genre de film d'action où j'aime le fait que ce soit court parce que court et intense dans le sens où vraiment tu te prends un shot d'adrénaline quoi. Et là c'est vrai que oui, alors j'ai pas non plus détesté le 2, on va arrêter de tourner autour du pot, j'ai mis 7 parce que oui, je suis chiant avec les suites, j'aime pas ça et souvent c'est vrai que ça me donne raison parce que même sur les suites qui sont souvent plus appréciées que les premiers, bon moi j'ai souvent un attachement particulier au premier parce que bah, voilà, c'est le premier et tout. Je pense notamment au Parrain 2 à la limite, ou peut-être que je trouve que le 2 est peut-être mieux que le 1, et encore j'avais presque envie de dire qu'il est aussi bien, mais je sais pas si forcément... voilà, mais c'est qu'après le reste, voilà, Terminator 2 aussi, même si c'est vrai qu'aujourd'hui Terminator 2, et pendant un moment c'était ce que je pensais, mais c'est vrai que j'ai revu la saga il y a pas longtemps. Et même sans avoir grandi avec le 1 et tout, bah, je trouve que je sais pas, le 1, je préfère presque plus le 1 quoi. Tant que tu n'aimes pas Dark Fate, voilà, je te pardonne. non, Dark Fate, j'aimerais ne pas avoir vu ce film. Ouais. Mais bref. Et du coup oui, The Raid 2, je comprends pas pourquoi c'est une suite, mais ça on va pas s'étaler, vous avez assez vanné, mais même si c'est en fait. Non, c'est vrai que pour le coup, je suis d'accord avec toi. Et parce après, que c'est vrai que ce que tu dis, Guillaume, c'est vrai qu'il y a ce côté, il a pas voulu faire c'est presque pas une suite. Bah oui, alors j'ai dit ça en rigolant, mais je le pense quand même un peu. Si tu veux faire un film avec un flic infiltré dans une mafia et tout, bah faire un film avec un flic infiltré dans une mafia. T'es pas obligé de reprendre The Raid 1 enfin je veux dire, dans The Raid justement tout est dans le titre. Donc tu peux pas faire une suite en gardant le titre qui n'est pas forcément ce que tu dis. En vrai, il y a un 3 qui est film, prévu, et je sais pas si j'étais pas parti sur une trilogie de base. Hein. Bah je sais pas, parce que ça fait quand même 11 ans qu'il est sorti, le 2. Je pense qu'il veut ça a tellement rien à voir. Revenir et rebooter le truc. Ouais. Mais là, et après je te laisse parler, promis Benjamin, mais là je t'avoue que oui, moi c'est un truc que je comprends pas forcément, mais ça me dérange moins que toi. C'est vrai qu'il se débarrasse des personnages du premier film, c'est un truc de ouf, parce qu'à la fin du premier film, t'as 4 survivants, t'as le héros, son frère, qui se fait buter genre au début du 2, parce que c'est devenu le nouveau chef du bâtiment dans le premier film, et il se fait buter par l'espèce de gangster Bejo, là, qui est en train de reprendre un peu toute la mafia de la ville. Donc le frère du héros qui était quand même assez important, on s'en débarrasse un peu en mode on s'en fout. Et surtout, genre moi c'est au début, vu que c'est censé suivre le premier film, tu sais, ils ont arrêté un flic corrompu dans le premier, là dans la tour.
Le flic se fait buter comme un chien, vraiment. Je sais pas si vous vous rappelez, par le commissaire qui envoie après le héros dans la mafia, là. Et l'autre soldat qui était blessé, ils lui font « Oh oui, on va s'occuper de lui, vous inquiétez pas », ils l'emmènent et puis on le revoit plus du film. Donc vraiment, on se débarrasse des personnages du premier film, à part le héros, et puis le héros « Ouais, tu te rappelles ce que ça fait dans le 1 ?» En fait, ça a créé plein de problèmes. Allez, maintenant ta mission, c'est d'infiltrer tout ça, et on n'en reparle plus du tout, ok? Donc voilà. Mais c'est ça, en vrai, je repense à un argument de Michael quand je lui ai parlé de ce Red 2, parce que je sais que, encore une fois, j'ai mis 7 au film, hein, donc c'est quand même très bien, mais je sais que quand j'ai vu le film, je me suis énervé, j'ai fait des vocaux de plusieurs minutes où je disais « Oh, c'est pas une suite, c'est de la merde, ça m'énerve !» mais voilà, et après je répétais régulièrement que le film, j'ai quand même bien aimé, parce que j'ai mis 7. Mais je sais que quand on en a reparlé, du coup, où Mick m'a dit qu'il adorait le 2, il me disait oui, mais tu vois, Prison Break par exemple, c'est pas toutes les saisons, c'est pas des gars qui s'évadent de prison parce qu'après tu les suis et tout. Oui, mais là, comme tu dis, Guillaume, il y a même pas le truc de garder les personnages, quoi. Je veux dire, c'est Prison Break dans la saison 2, bon, bah t'as quand même la bande de Prison Break saison 1. Et tu suis ces personnages. C'est littéralement la suite de la première saison, oui. Oui, mais voilà, c'est plus un Prison Break du coup. C'est la suite. Maintenant, comment on fait pour s'en sortir maintenant qu'on est parti de prison, tu vois. Non, mais je crois que le problème, c'est pas que le problème ce soit The Raid le titre. C'est le problème, c'est que ce soit la suite du premier en fait. Même si le premier film s'était appelé Combat 1, ça le fait chier que ça s'appelle Combat 2 là, tu vois. C'est ça, parce qu'il y a vraiment, il n'y a plus rien à part vaguement des trucs où on te fait des clins d'œil au premier en disant mais ça c'est par rapport au premier, tu sais, et après on passe à autre chose. Et je veux dire là, voilà, Prison Break, pour reprendre cet argument, qui c'est vrai que quand tu me l'as sorti, je me suis dit ouais, c'est pas vrai, c'est pas faux, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me disais oui, mais Prison Break, t'as tout le lore qui reste. Certes, c'est plus un Prison Break, mais t'as tout le lore qui reste, t'as tous les personnages qui restent, t'as toute l'histoire qui suit. Et puis c'est la là, suite. c'est une nouvelle histoire, c'est des nouveaux personnages. C'est ce que t'as envie de savoir. Genre, ils s'évadent, ils sont recherchés par les flics. En plus, l'avion se barre dans le dernier épisode. Ils se retrouvent tout seuls en mode fugitif. Donc c'est chaud. Alors que là, je suis désolé, le premier film The Raid, là, et je suis d'accord avec toi, Benjamin, ça se finit, voilà, sur une très belle scène d'ailleurs avec la musique qui est trop bien, voilà, où ils se barrent et puis la musique un peu rock électro bizarre qui commence. Mais oui, c'est vrai qu'après The Raid 1, tu dis, bah The Raid 2, vous faites quoi? Vous retournez dans le bâtiment pour refoutre la merde ou c'est quoi? Oui, c'est vrai. Alors du coup, voilà, il y a un sous-titre Berenda. Alors je sais pas exactement ce que c'est ou quoi. Je crois même pas que ce soit un nom qui est. C'est genre pas genre la vengeance, ou un truc comme ça, non? Berendal, je sais pas. Attends, mais voilà, à la limite, appelle ton film juste Berendal et tu fais un film où tu te fais même pas chier à essayer de trouver un lien. Un lien avec le premier, puisque c'est pas une suite et que du coup bah, tu vas droit au but et tu fais ton truc et puis voilà. Mais bref, ça c'est une chose. Mais c'est vrai que vous l'avez souligné tous les deux et c'est là le côté longueur. Et c'est aussi un truc que j'aime, comme j'ai dit dans le 1, c'est le côté shoot d'adrénaline. Ça fait 1h30, c'est ce qu'il faut, ça va droit au but et c'est que de l'action pendant 1h30. Là, le film fait 2h30, moi je les ai sentis, et justement, je suis encore une fois, je vais pas revenir sur tous les éloges que vous avez fait sur les scènes de baston. Évidemment, elles sont bien, parce que dans le 1 déjà, je trouvais ça très bien. Dans le 2, bon bah c'est, voilà, dans mes yeux à moi, c'est pas forcément mieux, mais c'est aussi bien en tout cas. Mais c'est vrai que bah, le truc du 1, c'est que tu as une scène de combat, une scène de combat, une scène de combat. Là, dans le 2, pour moi, c'est une scène de combat, du blabla, et une scène de combat, et du blabla. Et je suis en mode oui, mais enfin je regarde pas The Raid 2 pour voir des gens qui parlent, même s'il y a voilà le côté mafia et tout. J'aime les films de mafia, j'aime les films de gangsters et tout, c'est pas le souci. Mais là, je trouve que bah il y a des très bonnes scènes de combat au milieu de blabla qui moi me saoule un peu, avec beaucoup de personnages auxquels je m'attache pas, je m'en fous un peu. Donc voilà, il y a tout ça, c'est pour toutes ces raisons qu'il a que 7 entre guillemets. Mais voilà. Je viens de regarder. C'est vrai que je l'ai vu, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est vrai qu'il y a plein de trucs que vous avez évoqués. Je me suis dit ah oui, ça je me rappelle, mais il m'a pas marqué dans le sens où je me rappelle pas trop de grand chose quoi. Alors que le 1, je m'en rappelle très très bien. Je viens de regarder, oui, Berendal, visiblement, c'est pas de l'anglais, c'est de l'indonésien, et ça veut dire punk, apparemment. Donc je ne sais pas. Oui, j'ai vu aussi, c'est pas forcément que punk, mais punk dans le sens voyou, assassin, brut, tout ça, voilà. C'est genre mafia et tout. Bah après, punk à la base, c'est vrai que ça veut dire, à part le style vestimentaire, le style de vie et tout, c'est aussi, ça veut dire con. Enfin, c'est genre un truc pour dire idiot, un truc comme ça, je crois, en anglais. Me semble-t-il, dans l'argot. Bah pour moi, punk, ouais, c'est voyou, je crois, en anglais, à la base. Bah, je sais pas. Ouais. Do you feel lucky, punk? Oui, voilà. Mais ouais.
Donc voilà. Ok. Est-ce que vous en avez terminé? Mais écoute, je pense, Oui. je suis ravi que The Raid 2 t'ait plu, Michael, parce que c'est vrai que Évidemment. c'est un film que j'affectionne tout particulièrement, d'autant plus que, ouais, je sais plus, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je sais pas si c'était dans le podcast, mais à l'époque où j'ai découvert ce film, ça devait être en 2015, un truc comme ça, le 2 venait de sortir, et je connaissais pas du tout, et c'était une période où je regardais beaucoup de films, j'avais envie de voir plein de films d'action, et je regardais une liste, et je cherchais, et j'avais vu tous les films d'action, genre Piège de cristal, tous ces trucs-là. Et je me disais, bon, quoi d'autre? Et je vois The Raid, donc je me dis, bon, pourquoi pas. Je lance le film en streaming et je me suis pris une giga claque. J'étais comme un dingue. J'ai adoré ça, c'était trop bien. Et puis là, j'ai vu le 2 et puis bah, c'était fini. Hein, c'était encore plus dingue, j'étais comme un ouf. Et c'était trop bien. Et depuis, ça reste honnêtement un de mes films d'action préférés avec John Wick Parabellum, je pense. Vraiment, qui est un des derniers qui m'a vraiment marqué au niveau action. Qui était vraiment fantastique aussi. Donc point en commun, hein, il y a ces deux acteurs. Je te rejoins sur The Raid. Alors enfin, c'est vrai que j'ai une plus petite culture, je pense, film d'action que toi, parce que je sais que tu en regardes un peu plus que moi. Mais c'est vrai que pour moi, le premier The Raid, je pense qu'il est dans mes films. Parce que c'est vrai que c'est ça aussi, je vous rejoins sur le 2, parce que c'est déjà un truc que je ressentais dans le 1, c'est la violence, quoi. Je veux dire, sur les trois là, c'est vraiment, on est sur une échelle de violence, certes c'est le plus violent, mais c'est le plus violent de loin, quoi. Et on est loin de tous les trucs un peu, des stars un peu de combat qui sont un peu mainstream, voilà, comme Jet Li, Jackie Chan, mais là on est vraiment sur du truc où ouais, ça saigne, c'est sale, voilà, tu sens les os se briser à chaque coup et tout. C'est vraiment ouais, violent. et puis ouais, c'est bien bon, sanglant. Ouais. Et un truc que j'avais bien aimé, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez dans le premier film, mais c'est le combat entre le chef en gros du SWAT là et le petit là, le gros méchant, enfin le gros bastonneur du premier film, où il a un flingue. Je sais plus, c'est pas Mad Dog, enfin si je crois, je sais plus, bon on va l'appeler Mad Dog. Il braque le chef du SWAT avec un flingue qui lui a un couteau, donc tu dis ah bah il va le tuer. Et après il dit pose ton arme, il pose la sienne et ils se battent à main nue. Et je me souviens que j'avais vu ce film avec un de mes potes. Il était là devant le film, il était là, oh mais c'est n'importe quoi, vas-y c'est chiant, c'est cliché, oui voilà il veut se battre d'homme à homme et puis évidemment c'est le gentil qui va gagner, etc. Et t'es là, non, non, le gentil il se fait bien fracturer la nuque, hein. Vraiment il y a pas de problème, il se fait bolosser comme pas possible. Et ouais, il y a ce côté vraiment violence crue que j'aime beaucoup. Et le truc qui m'avait un peu dérangé dans le premier film, c'était le côté un peu, c'est pas amateur, mais il y a, je sais pas, un détail qui m'avait beaucoup marqué, que j'ai vu dans très peu de films après, c'est le côté où tu sens que le réalisateur il dit action. Donc quand les scènes commencent, j'ai l'impression qu'elles commencent genre une seconde trop tôt. Il y a plein de plans après une scène où tu sens que voilà, il y a la mise en place avec la lumière et tout, et on dit action et on commence une nouvelle scène. Je me souviens d'un moment où en gros, il bute un mec d'une balle, il est censé essayer d'être discret dans les couloirs du bâtiment, et il finit par tirer une balle pour buter un mec. Et là, tu as des plans sur tout le monde qui entend le coup de feu et qui commence à bouger pour le choper lui. Et le plan reprend où il est en train de braquer un mec qui est au sol, genre le mec qui vient d'abattre avec la balle, et il joue le gars, oh non, j'entends des gens arriver et courir vers moi pour me choper. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Genre le début du plan où il est debout à braquer le mec qui est par terre, tu sens que c'est vraiment, allez, tu te mets là, moteur, ça tourne, action. Et genre, oh mon dieu, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait penser à un truc que m'avait dit un prof que j'avais eu il y a pas longtemps. J'avais pris quelques cours de jeu d'acteur, cinéma et tout. Et en fait, c'est un truc que m'avait dit, et j'y pense là par rapport à ce que tu dis. C'est le côté, par exemple, quand tu fais action et que tu dois marcher. Mais genre dans la scène du film, bah, t'es déjà en train de marcher, tu vois. Mais genre quand tu dis action, bah, t'es arrêté. Et il disait, faut pas qu'à l'écran, une fois que le film est fini, on sente que juste avant, t'étais pas en train de marcher en fait. T'as toujours un pas, tu sais, quand tu fais le premier pas, tu sens que c'est le premier pas. Il dit, faut vous sentir que vous êtes lancé, quoi. Une fois que la scène commence, vous êtes lancé, vous êtes déjà en train de marcher dans le truc, tu vois. Du coup, c'est pour ça me fait penser à ça, ce que tu dis là, sur le côté, oui, il y a un temps de pause et action, et hop, ça démarre. Mais je vois.
Pour ce qui est de la violence, je voulais rejoindre aussi juste pour une petite anecdote, mais quand on a fait mon interview Cinésphère, à la fin, je demande quel est le film que vous aimeriez créer et tout, et quel serait votre film parfait. Et j'ai parlé d'un film d'action. Et je parlais de cette violence, je disais, et j'ai recherché pour être sûr, mais en fait, j'avais pas encore vu The Raid 2. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça m'en a mis plein la gueule, parce que ça a porté ce que j'ai demandé, en fait. En disant, le film parfait pour moi, il faudrait que ce soit un film où il y a des combats et qu'on sente réellement la violence, que ça en est presque au point que ça en est gore, où je veux du sang, je veux des choses, parce que j'aime ça, en fait. J'aime cette violence, vraiment, dans le film d'action. C'est pour ça que j'avais beaucoup apprécié le film coréen, là... je sais plus comment il s'appelle. Sword. Non, un film que tu as vu aussi. J'ai rencontré le diable. Le diable. Alors c'est plus un thriller qu'un film d'action, mais les scènes c'est pas vraiment des scènes de bagarre, c'est des scènes réellement de torture, hein, mais elles sont kiffantes, quoi. Tu vois, les mecs, c'est violent quoi, et je kiffe ça. Ouais, c'est ce que j'avais ressenti aussi avec Tu ne tueras point, où je me disais enfin un film de guerre. Bon, il faut sauver le soldat Ryan, mais je sais pas, c'était vraiment l'exception. Mais Tu ne tueras point, ça faisait plaisir de voir un film de guerre où tu vois vraiment les horreurs de la guerre et la violence, et les gens qui étaient là, oh là là, non, c'est vraiment trop violent. Et t'es là, tu t'es au courant de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ou ça se passe comment? C'est pas genre, je suis touché, dis à ma femme que je l'aime. Non, c'est tu te prends un mortier, tes jambes elles partent en morceaux, et t'es là, sauve-moi, je t'en supplie. Et je trouve que c'était un truc vraiment réussi, parce que c'est important, tu vois, de montrer ça et d'arrêter de romancer un peu la guerre et ce genre de truc, tu vois. C'est pour ça, je suis un adepte de violence sous toutes ses formes. Voilà, bonjour le psychopathe. Le psychopathe à parler. Bon, ben merci beaucoup pour ces films. J'ai quand même passé un bon moment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le film que j'ai le moins aimé, bon, pour Guillaume c'est un peu moins bien, mais j'ai quand même mis la moyenne. Donc moi c'est toujours de 3 bons films que j'ai regardés, quoi. Je suis toujours content. Donc voilà, c'est au tour de Guillaume maintenant de proposer son thème. C'est un bel écart que j'ai fait là, entre 3 et 9, je crois que c'est un des plus beaux. Oui, j'ai pareil, comme d'habitude, longuement hésité, mais je crois que j'ai choisi, j'aimerais un film. Alors ça va être dur de mettre le titre 3 films 2 pour le podcast, mais ces films d'horreur animalier, j'ai envie de dire. Donc c'est dans la vibe de tous les... J'ai pas envie de dire trop de titres, mais par exemple Les Dents de la Mer. On va dire ces films d'horreur / action / aventure où le méchant c'est un animal. Donc ça peut être un animal fantastique. Alors... Ça peut être un loup-garou, un vampire... Voilà, c'est ce que je me dis. Après, il n'y a pas forcément des monstres, tu vois. Moi, c'est pas pareil pour moi. Pour moi, c'est des animaux, des trucs qui ont existé. Alors ça peut marcher avec des dinosaures par exemple, mais pas vraiment des... On regarde Razorback, Benjamin. mais pas vraiment des monstres, tu vois, genre des vampires, Frankenstein, la momie, des trucs comme ça. Non, je pense plus à des animaux qui ont vraiment existé. Faut pas que ce soit fantastique, quoi. Voilà, j'ai déjà un film en tête, du coup. Mais et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, parce qu'au début, je me disais, j'ai envie de faire un film genre nanar, tu vois, un thème genre nanar, mais le problème des nanars, c'est que si on regarde 3 nanars, ça va être chiant, parce qu'on va tous dire la même chose sur nos films. C'est chiant, c'est jouer avec le cul, les effets spéciaux sont catastrophiques et tout. Mais c'est vrai que voilà, j'ai en tête un film et c'est à la frontière, donc j'aimerais choisir ce thème-là. Okay. Donc je te laisserai choisir le titre, Mickaël, pour pas que ça prenne 2 lignes sur Spotify, mais voilà. Horreur animalier, c'est pas mal. Voilà. On verra, mais ouais, ça marche. Bon, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et bisous les copains. Ciao. Bisous, ciao. Bisous, ciao. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.